Vous pourriez vous demander un peu dans tout ça, la thèse, qu'est-ce qu'elle vient faire, comment elle s'encadre en fait là-dedans. Euh, c'est vrai que j'ai toujours donc voulu travailler sur des textes de fiction cheval, hein, que ce soit les textes de Paul Morand ou de Paul Vialard. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Paul Vialard, il avait fait en particulier des textes sur la chasse à courre, mais aussi sur les courses. Cravache d'or, il me semble, celui-là, j'ai pas eu. Mais bref, son texte sur la vénerie, la Grande Meute est un texte qui m'a beaucoup marqué, tout comme Milady de Paul Morand, forcément. Mais ce qui a été le plus difficile, en fait, ça a été de trouver un directeur de recherche et de construire un projet de thèse voilà, qui s'oriente, qui soit suffisamment construit et intéressant pour pouvoir le défendre et surtout s'y intéresser pendant 4 ans. Et donc, l'une des choses qui a marqué en fait le début de l'aventure, ça a été quand Claude Simon, donc, qui est un de mes auteurs, donc, il n'est plus de ce monde, mais un de ses textes a été réédité. Qui est un petit court texte qui s'appelle Le Cheval. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à constituer en fait un corpus entre le XXe et le XXIe siècle, en me basant sur ce que j'avais fait avant pendant mon master, qui était plus tourné vers la guerre, et en dirigeant un petit peu plus sur le cheval, mais pas seulement au niveau de la guerre, aussi au niveau de son rapport avec l'humain, dans le voyage, dans les relations de travail en campagne, etc. Et donc, j'ai enfin commencé donc, à l'automne 2016. Je pense qu'on fera peut-être un point sur les difficultés ou l'isolement du doctorant, peut-être à la fin de notre session. Et en fait, heureusement, j'ai rencontré sur une page Facebook Honorine Tellier qui avait une superbe page qui s'appelait L'art d'être centaure. Et qui m'a un petit peu permis de me sentir beaucoup moins seule dans ce monde de recherche, parce qu'en fait, on a commencé à échanger des choses d'abord sur les réseaux sociaux, des choses liées à nos recherches communes, des difficultés, et puis un jour, elle m'a contactée avec cette idée de réseau, et c'est ce qui permet qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Donc, merci Honorine, au passage, pour ça, voilà. Et donc, fin de thèse, je suis actuellement là. Ma directrice a enfin reçu mon manuscrit corrigé, donc j'attends ces derniers retours et j'espère qu'on peut commencer à organiser la soutenance qui était prévue donc pour fin mai, début juin. Mais maintenant, comme il y a tout un truc de mise en ligne, tout ça au niveau de l'université de Caen, que j'ai pas encore trop maîtrisé tout ça, voilà, ça va être la partie administrative d'organisation de la soutenance qui va commencer maintenant. Alors, la thèse en elle-même, comment est-ce qu'on fait une thèse de lettres? Comment est-ce enfin, en gros, qu'est-ce que ça raconte un petit peu? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément des disciplines très communes à tout le monde. Donc, ma thèse, elle s'intitule Cheval de papier. Donc, c'est une petit jeu de mots, bien sûr. Et elle commence par s'intéresser aux figures mythiques. Parce qu'il fallait retracer de toute façon d'où venaient les représentations sur lesquelles je m'interroge. Donc, il y a une petite première partie un peu plus historique, et donc que j'ai divisé en plusieurs parties. Donc, les chevaux magiques, alors les chevaux magiques, ça va être par exemple Pégase, les chevaux psychopompes, donc ça, c'est ceux qu'on voit par exemple dans l'évangile, les centaures et les Amazones. Hein, donc, ça, c'est les figures de la mythologie. Et puis ensuite, il y a des personnages un peu mythiques, mais plutôt historiques, comme par exemple le cheval d'Alexandre le Grand, Bucéphale. Donc ça, c'est un petit peu mon début de thèse, c'est-à-dire qu'il y a toute cette partie de représentation autour du cheval imaginaire. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, voilà, il y a ceux des légendes bretonnes, mais aussi ceux qui sont utilisés dans de la fiction contemporaine, comme par exemple chez Harry Potter, quand vous avez ces chevaux de mort, ou même dans certains films comme Le Parrain, avec cette scène de tête de cheval découpée sur un lit. Donc voilà, il y a toutes ces représentations du cheval qui m'intéressaient dans la fiction. Surtout que ces représentations du cheval ouvrent à différents genres et registres, hein, qui sont de toute façon, enfin, qui sont pas très éloignés les uns des autres, mais que j'avais dessiné en 3 grandes thématiques, qui sont donc le genre de l'aventure, le genre du romanesque, et le genre de la nature. Pourquoi j'ai différencié ces 3 choses-là? Parce que ça racontait pas forcément la même chose. Hein. L'aventure, ça va être plutôt tourné vers le voyage à cheval. Donc, j'ai un de mes auteurs, Laurent Mauvigné, qui a écrit comme ça ce livre continué sur un voyage au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, pardon. Le romanesque, ça va être un peu ce retour à la figure du héros.
Donc ça, on va le retrouver plus chez, par exemple, Claude Simon, donc un autre de mes auteurs, ou même dans Milady, hein, de Paul Morand, qui est aussi… J'ai 6 auteurs au total, hein, donc 3 qui sont morts, j'ai tendance à dire, et 3 qui sont vivants. Ça permet d'avoir un bon panel 20e, 21e siècle. Et puis le côté des natures, qui est surtout en fait une question très contemporaine et qui me permettait de m'interroger un peu sur, en fait, à quoi nous renvoie en fait notre rapport au cheval, en particulier dans les livres. Pourquoi est-ce qu'on continue à lire sur les chevaux? Pourquoi est-ce que ça nous fascine? Alors, pour la partie un peu plus technique littéraire, qu'est-ce que j'analyse exactement dans un texte? Je vais regarder un petit peu comment est-ce que le cheval, par exemple, peut faire office de personnage. Comment est-ce qu'il est utilisé dans la narration? Est-ce qu'il est utilisé juste comme ce qu'on appellerait un élément métonymique, c'est-à-dire est-ce qu'il est là pour montrer la richesse des personnages ou pour illustrer le rapport à la guerre? Par exemple, est-ce qu'il est ce qu'on appelle un adjuvant? Alors, un adjuvant, c'est celui qui aide le personnage, le héros. Ça va être, par exemple, le Jolly Jumper de Lucky Luke, le cheval de Yakari ou le tornado de Zorro. Et puis ensuite, on a le sujet, c'est-à-dire le cheval qui est le héros, en fait, de la fiction, comme par exemple dans Les Talons Noirs ou dans Cheval de guerre, que vous reconnaîtrez dans le coin. Ensuite, je m'interroge aussi à quel rôle et quelle fonction il peut avoir dans l'action. C'est ce qu'on appelle, nous, les fonctions diégétiques, c'est-à-dire dans la diégèse. La diégèse, en fait, c'est le récit. C'est-à-dire qu'on différencie l'histoire, ce qui est raconté, et la diégèse, la façon dont c'est raconté, en fait, pour symboliser un petit peu. Et donc, le cheval, en fait, c'est un super élément d'intrigue parce que c'est celui qui part en courant, qui fuit, qui se cabre, et donc il y a une chute du personnage. Donc, c'est toujours un espèce de moteur de l'intrigue parce que c'est celui qui nous permet d'avoir des nœuds dramatiques. C'est grâce au cheval que l'intrigue va se corser, que voilà, en fait c'est un super facteur d'accident naturel, le cheval, puisque c'est justement ces actions ne dépendent pas de notre volonté, et donc même dans les livres c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Par exemple, les chevaux ça me fait penser à une communication d'Hélène Roche qui parlait des fausses idées sur les chevaux sauvages. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et le cheval dans la fiction, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il hennit tout le temps, il galope énormément, il y a beaucoup de bruit de sabots. C'est quelque chose de très vivant, voilà, et très dramatique. Et là, par exemple, je vais vous montrer, alors je suis un petit encart par rapport à ma thèse, mais ça va, je ne suis pas trop short au niveau timing, pour vous montrer, résultat, ce que j'ai pu découvrir, que je trouve assez rigolo. Donc là, c'est par exemple Claude Simon. Donc Claude Simon, c'est un de mes auteurs. Alors pour ceux qui ne savent pas, il a été prix Nobel de littérature en 85. Il a écrit en particulier un grand livre qui s'appelle La route des Flandres. Et qui s'oriente, qui recycle en fait, qui réinterprète son expérience de la guerre. Il a été dans la cavalerie et il a eu une expérience traumatisante de 8 jours sur une route où tout le monde mourait, plus ou moins, et où ils sont un peu les seuls survivants d'un peloton. Et où ils sont à cheval, parce que dans la Seconde Guerre mondiale, les gens l'ignorent un peu, mais dans les cavaliers de dragon, c'est-à-dire ceux qui combattent à pied mais qui se déplacent à cheval, il y a eu cette espèce de décalage un petit peu tragicomique où les cavaliers français à cheval devaient combattre les panzers allemands. Et en fait, il a eu un vrai traumatisme par rapport à cette expérience. Et donc, dernièrement, j'avais fait une communication sur sa figure de cavalier, parce que donc il est cavalier. Et en fait, dans ces manuscrits, on le voit énormément. C'est-à-dire que quand j'allais faire un tour dans ses archives à Paris, à la bibliothèque Jacques Doucet, on se retrouve que dans ces manuscrits, on retrouve un sens du détail. Il va jusqu'à mettre les poils du cheval, ses reliefs de dents, les embouchures des morts, etc. Et les sacoches de sel, des selles militaires. Enfin, il y a toute une espèce d'enquête qu'il a fait pour écrire son livre La route des Flandres en 1960. On voit qu'il a passé sa vie, par exemple, sur l'hippodrome d'Auteuil à aller aux réunions, qu'il a collectionné un peu tous les gros titres. Alors, dans celui-là qui m'a toujours beaucoup amusé, il tombe mais gagne la course quand même. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient ne rien avoir comme ça, qui pourraient être assez décalées par rapport à son texte, qui est quand même très sérieux, très lourd. Mais il a fait vraiment une enquête, alors qu'il connaissait déjà pourtant le monde du cheval. Donc, il a fait de la photo parce qu'il faisait aussi pas mal de photographie. Et il a même été jusqu'à aller chercher
chercher tous les obstacles. Alors, c'est un peu petit, mais c'est tous les obstacles de l'hippodrome d'Auteuil, en fait. Vous avez le bullfinch, vous avez le brook, vous avez le plan des obstacles dans l'hippodrome, où est-ce qu'ils sont situés sur la courbe, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on trouve dans ces manuscrits. Et en fait, personne s'était trop intéressé au fait qu'il parlait beaucoup de chevaux, mais peut-être aussi parce qu'il était cavalier et que c'était, en fait, pour lui, lien à son père, qui est aussi mort à cheval en 14. Enfin, bref. Et donc, c'est plein de choses comme ça qui vont m'intéresser dans mes recherches. Donc, toutes les allusions qu'il a par rapport aux chevaux, et puis surtout la façon dont il le raconte. Par exemple, quand on voit un passage, alors ça, c'est une des pages de son texte, mais que je trouvais assez marquante, parce que je me demande comment des gens qui ne montent pas à cheval peuvent comprendre en fait la route des Flandres quand on voit le vocabulaire technique qui peut être utilisé. C'est-à-dire que là, ça, c'est juste une page. Hein, donc, alors, c'est pas très ponctué. En plus, c'est très pas. Ça donne pas très envie de lire les textes de Claude Simon, mais voilà, pour des gens qui sont pas familiers aux chevaux, ça doit être un vrai parcours du combattant, quoi. Donc voilà, hein, surtout avec des expressions en fait très marquées, quoi, buvant dans son blanc, forgeant, enfin des choses assez spécifiques. Donc voilà, même jusque dans la maquette qu'il avait dessinée pour le livre, on voit des chevaux partout. Et donc, je me suis demandé, en fait, c'est ce qui m'a permis dans ma troisième partie de thèse, parce que là, c'est qu'un exemple, hein, mais de me demander un peu quel lecteur finalement pour ces récits cavaliers. Est-ce que c'est plutôt un lecteur justement qui est cavalier lui aussi et donc qui s'identifie en fait à ce qu'il lit? Est-ce que c'est juste un lecteur plus empathique, donc qui aime en fait les animaux, etc. Surtout à une époque, alors là c'était des photos peut-être un peu trash, mais de ce qu'on a en ce moment, donc que ce soit aussi bien dans les campagnes par exemple contre les abattages ou que ce soit dans les différentes mouvances qu'on peut voir arriver dans l'équitation. Et donc c'est très contemporain et donc c'est un peu ce qui m'a interrogée à la fin de ma thèse avec une conclusion peut-être un peu étrange. C'est-à-dire que pour moquer Jean-Louis Gouraud qui parle en général de la fin du cheval, c'est vrai que moi, ma conclusion à la fin de ma thèse, c'est plutôt de me demander si c'est pas finalement dans le livre la fin de l'homme, dans le sens où le cheval devient une figure tellement tragique, en particulier quand il meurt, que finalement il acquiert un certain tabou. On n'a plus le droit il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'humour autour de la mort d'un animal parce que c'est horrible. Mais par contre, l'homme, qu'est-ce qu'il prend? Voilà. Et donc, en fait, je finis par me demander si quand on voit en fait un personnage cheval et animal et un personnage humain à côté dans un livre, on se rend pas compte que finalement, on est pire avec nous-mêmes qu'avec l'animal. Et c'est un petit peu ce qui m'interroge, en tout cas, sur la fin de ma thèse. Voilà. Donc, l'après-thèse, parce que là, on va revenir à des sujets qui nous concernent un peu plus. Donc, j'espère la soutenance fin mai, si j'arrive à comprendre comment le logiciel marche. Alors, je suis un peu dans ces questions de postdoc, etc. Donc, je pense que c'est partagé par d'autres gens. En particulier parce que j'ai commencé à enquêter un peu sur un sujet que j'aime bien et dans lequel j'aimerais continuer ces recherches sur le cheval, qui est plus lié en fait toujours au symbolisme et aux représentations, mais cette fois dans tout ce qui est culture populaire tauromachique au Portugal. Donc voilà, donc c'est quelque chose sur lequel je suis très preneuse. Si jamais vous avez des références, n'hésitez pas. Et voilà, et je vous remercie et je vais arrêter de parler. Voilà. Hop. À toi, Bleuhen. Merci Diane pour cette intervention très riche. Tu n'as pas développé la fin de ta petite diapo qui parlait de l'enseignement, de ce genre de questions. Peut-être que tu Ah pourrais oui, pardon, expliquer un peu. excuse-moi, merci Oui, c'est vrai que j'ai toujours un peu. Je me dis toujours, je souffre toujours pour mon éditoire, donc j'essaye de finir vite en me disant les pauvres. Mais oui, j'ai pas développé, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans l'année un peu bête de fin de doctorat, c'est-à-dire que je suis déjà trop avancée pour avoir des financements pour continuer ce que je fais, puisque de toute façon, je vais soutenir dans quelques mois. Mais il y a énormément de candidatures qui commencent et d'appels d'offres qui apparaissent maintenant et qui finissent en mars, par exemple, mais qui vont déjà te demander un poste, un diplôme de docteur, par exemple, ou des choses dans ce cadre-là. Et donc, j'ai eu l'impression d'être un peu dans une espèce d'année un peu blanche, finalement.
Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'à la limite, comme de toute façon, c'est vrai que ça me manquait beaucoup d'enseigner. Et j'ai recommencé à enseigner un peu le français dernièrement par des gens qui m'ont demandé ici au Portugal, donc des étudiants qui m'ont demandé d'apprendre le français. Et donc, je me suis dit que j'allais peut-être me prendre un an après la thèse pour faire de l'enseignement, commencer à mettre à jour en fait ce projet, donc soit de post-doctorat, soit de recherche au sein d'un laboratoire ou d'une université, essayer si je peux de publier ma thèse et puis enseigner donc pendant un an. Donc j'ai commencé à ouvrir plusieurs pistes dans ce sens. Donc soit au Portugal comme enseignante dans le secondaire, ce qui est assez, en fait, ce qui est beaucoup moins formalisé qu'en France. Au niveau de l'accès, soit en Espagne, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais encore assez jeune pour être assistante de française en Espagne. Et comme en fait, les sources dont j'ai besoin pour continuer ce sujet, au Portugal, il n'y a aucune source écrite. Le Covid fait que les événements sont un peu limités. Tout ce qui est en plus lié au tauromachie, qui est quand même très estival, c'est l'été, c'est des fêtes, etc. Donc là, c'est un peu mort cette année. Et donc, énormément de mes sources étant en espagnol, langue que je maîtrise encore très mal, je me suis dit, bah, tiens, si à la limite, comme je suis pas très loin de la frontière, je vais peut-être aller faire, enfin voilà, me enseigner en Espagne, le temps de chercher un peu plus et puis de me remettre à l'espagnol. Et puis voilà, c'est à peu près l'état de mes préoccupations actuelles. Ce qui Voilà. est sûr, c'est qu'une expérience en enseignement, etc., c'est très bien vu si après tu veux poursuivre dans la recherche où tu auras de toute manière des cours à donner, etc. C'est ça. Bah, et puis surtout qu'en fait, j'ai eu l'impression quand j'étais enseignante donc en MFR d'avoir été un peu projetée dans l'arène au loup sans vraiment avoir de formation pédagogique dans ça. Alors même si bon, le fait d'enseigner l'équitation, de faire d'autres choses faisait que j'étais pas trop déstabilisée, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un encadrement peut-être un peu plus solide en Pédagogique, termes quoi. de base, de pédagogique. Voilà, exactement. En termes de base pédagogique, en termes d'outils. Et je pense que le fait d'être assistante pendant un an, ça t'oblige à être encadrée en fait et d'avoir tout un système de mise en place autour de toi. Et je pense que c'est pas si mal comme tremplin finalement. Oui, parce que je sais que quand j'en avais discuté en lettres et tout, ce qui est très bien vu, souvent ce qui est dans le recrutement après de jeunes chercheurs, on va dire, le fait d'avoir un CAPES ou une agrég, en fait, c'est un vrai plus. Mais du coup, si toi, tu arrives à compenser avec une vraie expérience d'enseignement, je pense que ça peut aussi... D'autant que le CAPES ou la grecque, je m'étais posé la question. En fait, c'est l'année où j'ai arrêté enfin, l'année où je me suis mis, justement, où j'ai postulé pour le MESB, que je suis rentrée plus dans le côté cheval. Ça faisait 3 ans que je me préparais à l'agrégation, en fait. Je crois que j'ai pu supporter la pression. Il y a eu un moment où je ne pouvais plus. Et de toute façon, comme je voulais partir à l'étranger et vivre à l'étranger au départ, en fait, c'est vrai que ça faisait pas forcément de sens d'avoir l'agrégation dans le sens où ça te lie, en fait, à la France. Ça dépend. Au moins pendant quelques années. Parce que, par exemple, pour enseigner Oui. à l'étranger, tu es obligé d'avoir au moins 2 ou 3 ans d'ancienneté, tu vois. Mm. Donc, ça te lie à la France pendant quelques années. Et c'est vrai que je pense que mon rejet a été un peu global. Et ici, bah, tu n'en as pas forcément besoin. Donc, Ouais. dès le moment où tu n'es plus en France, voilà, c'est plus autant reconnu. Donc, Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors moi, j'ai juste une petite remarque, plus sur un complément d'information sur le fait de la présence des dragons pendant la Deuxième Guerre mondiale. Côté allemand aussi, il y avait des cavaliers dans l'armée allemande. Et il y avait, j'ai un article là, je l'ai sous les yeux, c'est un article de Gilles Desbordes et Alessio Bandelli, paru dans Archéopage en 2015, sur les réquisitions de chevaux par l'armée allemande dans l'aube entre 1939 et 1944. Donc on a quand même bien l'utilisation, le recours aux chevaux dans la guerre, dans la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est vrai que comme ça peut paraître anachronique au regard de tout ce qu'on a pu lire et voir. Et en effet, c'est la plaine
explosion des chars et tout ça. Mais malgré tout, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a encore beaucoup de chevaux. Et il y a aussi beaucoup de chevaux pour les transports. Parce que les pays européens ne sont pas encore assez motorisés, en fait. Donc, c'est en cours, c'est le développement de Volkswagen, etc. Mais il y a encore beaucoup de recours aux chevaux. Voilà, c'était juste un petit complément. Non, c'est vrai, oui, non, merci. Parce que d'une part, je ne connais pas. Tu crois que tu peux mettre le lien, le résultat de l'article dans le chat pour qu'on l'ait? Ça t'embête si tu l'as devant les yeux? Oui, je l'ai, Super, je vous l'écris, ouais. Parce qu'en fait, le seul souci en fait dans la littérature, et c'est là la grande différence par rapport à l'histoire, c'est qu'en fait, tu te bases sur un point de vue qui est forcément subjectif, puisque c'est celui du personnage, puis c'est celui du narrateur, puis c'est celui de l'auteur en fait. Donc, tu as cette espèce de couche où tu es obligé d'adopter finalement un point de vue. C'est d'ailleurs aussi l'un des écueils dans ma thèse, parce qu'à un moment, tu finis par te poser la question, est-ce que le cheval aussi a un point de vue? Parce qu'il y a tellement de choses qui paraissent, et je trouve que c'est ça la magie aussi en sciences humaines, c'est que je finis par te demander si finalement c'est pas le cheval qui voit ou qui renvoie des choses. Mais en fait, finalement, c'est un écueil parce que tu es obligé de te rendre à la conséquence que même si le cheval semble avoir un point de vue ou avoir une opinion en fait sur ce qui se passe autour de lui, bah, dès le moment où c'est écrit par un homme, de toute façon, ça revient toujours à une certaine subjectivité, qu'on le veuille ou non. Merci Baratet. Mais du Est-ce coup, qu'il y a Diane, d'autres questions? je rebondis sur ce que vient de dire Diane. En fait, ça pose la question aussi de comment écrire et décrire, retranscrire un animal par l'écriture en fait lui préservant son identité en fait sans s'y projeter soi. Et du coup, c'est un peu les travaux d'Anne Simon, tu sais, où elle travaillait vraiment sur la question du rythme, et c'est plutôt un regard qui est toujours extérieur en fait, qui veut pas forcément toujours se projeter en interne dans l'animal ce qu'il pense, mais c'est capturer en fait le passage d'un animal, etc. sans par du coup le rythme de la langue, l'écriture en elle-même en fait. Voilà. Enfin, c'est des problématiques très actuelles finalement. Tu parlais au tout début de ton master quand on disait non, c'est pas un sujet les bidets, en fait c'en est devenu un quoi. Enfin, vraiment C'est la ça, mais en culture de 10 ans, l'animal. tu vois l'évolution de Ouais. la chose. Et c'est vrai que toi, tu as beaucoup participé avec. Alors, Anne Simon, pour ceux qui savent pas trop, peut-être tu peux le mettre aussi son site dans le chat. Ouais. Peut-être c'est Animaux. Ouais. Et en fait, il y a tout un courant qu'on appelle l'éco-poétique en littérature qui a commencé justement à se développer sur justement le regard de la nature et sur toute cette expression du côté des éléments, du côté des animaux, du côté, etc. Et donc, tu as l'éco-poétique et tu as la zoopoétique. C'est les deux courants qui ont commencé vraiment à émerger dans les 10 dernières années. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, on était un peu considérés avec mépris. C'est votre côté paysan, quoi. Et maintenant, 10 ans après, tout le monde veut parler des animaux, tout le monde veut parler, etc. Et comme dit Honorine, c'est vrai qu'on se rend compte que quand on parle, en fait, il y a toujours cette espèce de problématique, que quand on parle de la nature, alors ça c'est une citation de je sais plus qui, en fait, on écrit toujours aussi sur les rapports de domination qui nous lient par rapport à elle. Et c'est ça qui est toujours, et avec le cheval, c'est quand même toujours une ligne très, très ténue. Par exemple, dans Morand, dans Milady, tu te rends compte plein de fois. C'est-à-dire que lui, il projette sa jument comme si c'était sa femme, alors que derrière, quand tu regardes les réactions de la jument, tu te dis que peut-être qu'en fait, c'est pas du tout l'opinion de la jument, en fait, au regard des réactions qu'elle peut avoir ou de la façon dont elle se comporte. Tu te dis que bon, c'est vraiment la projection du personnage, mais ça se trouve, la jument, si elle pouvait, elle partirait loin peut-être. Donc il y a tout cette espèce voilà d'ambiguïté en fait et de rapport très très de lignes très 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 compliqué à gérer finalement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Alors, moi, j'ai éventuellement une question par rapport au rôle en fait du cheval dans le récit. Pas quand il est personnage, ni quand il est sujet, mais quand il a un lien avec les actions.
Tu disais, en fait, ça peut être un moteur de l'intrigue, il peut créer des nœuds dramatiques par les accidents notamment, etc. Est-ce que la manière dont les auteurs utilisent ce cheval dans la manière d'amener les actions, est-ce que ça montre pas quelque chose de l'auteur, une vision particulière et je pensais éventuellement à Chateaubriand, je crois que je t'en ai déjà parlé. Moi, j'ai regardé un peu dans les mémoires d'outre-tombe, toutes les occurrences du cheval me semblent liées à des personnages qu'il estime être historiques ou à des événements de l'histoire, que ce soit de l'histoire avec un grand H ou de son histoire personnelle. Et j'ai l'impression qu'il y a un cheval seulement sous la selle des grands, de ceux dont il faut connaître le nom, et seulement dans les événements qui sont importants, soit pour l'Europe, soit pour lui. Et que du coup, ça témoigne d'une vision particulière. En fait, le cheval, ce serait un peu l'histoire dans son écrit. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Alors, je pense que c'est super intéressant ce que tu me dis et je me rappelle pas que tu me l'aies déjà dit sur Chateaubriand, mais c'est en effet le chat donc, évoque des projections en fonction de l'auteur. Il y a plusieurs choses. D'une part, si les auteurs sont cavaliers ou s'ils ne sont pas cavaliers. Ça, c'est quelque chose où vraiment ça se rendre compte à la lecture. Par exemple, donc, dans mes auteurs, il y a les trois qui sont morts, on va dire. Donc, c'est Morand, Claude Simon et Jean Giono. Donc, c'est trois auteurs qui sont familiers au cheval. Hein. Claude Simon et Paul Morand, ils ont à peu près le même parcours équestre. Ils ont commencé l'équitation à 12 ans. Ils ont été mis à cheval par un officier de cavalerie. Ils ont fait les concours militaires, etc., du CSO, de la course. Enfin, ils sont très cavaliers d'extérieur. Voilà. Et Jean Giono, c'est un peu différent parce que lui, il n'a jamais été un grand cavalier. Par contre, il a été très garçon de voyage, on va dire. À partir de l'âge de 11 ans, il a commencé à traîner avec des maquignons. Et lui, c'était plutôt la monte à cru et en avant, et en avant, je te promène. Donc, c'est un autre rapport au cheval, mais toujours pareil, très. Et lui, il a beaucoup plus un rapport très sexuel au cheval, mais bon, comme beaucoup de choses dans ses récits. C'est-à-dire que le cheval, pour lui, c'est la puissance sexuelle, c'est l'amour. La mort, c'est le héros dans toute sa splendeur. En fait, il y a une espèce de nostalgie romanesque chez Giono, parce que comme tu dis, les gens à cheval, c'est des gens. Et d'ailleurs, c'est un des seuls où tu as une égalité des sexes au niveau justement des cavaliers et des cavalières. C'est-à-dire que tu as toujours un double. Tu as Angelo et en face, tu as Pauline, qui est la fille qui maîtrise à cheval, qui sait reconnaître un sauteur juste en regardant les jarrets. Enfin, tu as vraiment cette espèce de double et d'équivalence homme-femme qui est en fait déterminée par la monte à cheval. Parce qu'il y a une autre chose dont tu te rends compte, c'est-à-dire que même si c'est un facteur de classe social au départ, le cheval, c'est-à-dire que c'est très lié à l'aristocratie, même un peu dans les livres, c'est-à-dire que au départ, c'est plutôt un élément de représentation. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'élément métonymique. Par exemple, c'est le passage dans Zola, dans Nana, par exemple, quand tu as Nana qui arrive avec tous ses chevaux pour montrer à quel point elle est riche. Donc c'est des chevaux blancs, c'est des chevaux richement vêtus, etc. C'est là pour montrer son ascension sociale, clairement. Ça, c'est quelque chose que tu retrouves un peu partout comme élément du décor. Mais à un moment, tu passes un cap au-dessus où le cheval, il cesse d'être juste une représentation de tes attributs, de ta richesse, de ta classe sociale. Et en fait, tu es surélevé dès le moment où tu maîtrises l'équitation. Et donc, tu arrives dans une espèce d'autre aristocratie, finalement, qui est l'aristocratie équestre. Tu montes à cheval, tu es mieux vu. Et donc, il y a quelque chose en fait, une espèce de redéfinition en fait, de l'échelle sociale par la maîtrise équestre. Ça, tu le vois par exemple avec des paysans chez Giono qui font faire des trucs magnifiques à leurs chevaux et donc ils commencent à monter en fait un petit peu dans la popularité du village, par exemple. Ils sont vus comme un grand du village parce qu'ils arrivent au niveau équestre à s'illustrer. C'est un peu le principe d'ailleurs dans Milady, c'est-à-dire que Garde-Fort, quand il est à cheval, c'est un dieu. Quand il est à pied, il est ridicule en fait finalement. Il y a cette espèce de piédestal amené par le cheval. Et donc en effet, c'est très consécutif de la figure du héros, soit donc historique, soit... Et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu tragique en fait, parce que tu as une espèce de... justement, dans Morand, tu as une anecdote comme ça où il dit qu'en fait finalement, les deux seuls survivants de leur promotion de Saumur à l'époque, c'est donc lui.
et quelqu'un qui est devenu général et qui était tellement bête qu'il pensait que l'abbé venait monter en Amazon pour venir à l'église. Enfin, et donc, il y a un rapport au cheval, voilà, il y a un rapport au cheval un petit peu. Tu ne sais pas monter à cheval, tu ne maîtrises pas ça, tu ne maîtrises pas les codes, et donc tout de suite, tu baisses dans l'image qu'on a de toi. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et tu le retrouves aussi au niveau du langage. Par exemple, le langage équestre est utilisé plus ou moins comme une espèce de facteur d'exclusion ou d'inclusion. Tu comprends le langage du cheval, tu fais partie du groupe des cavaliers. Tu ne comprends pas le langage du cheval, tu es un piéton, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, il y a cette espèce de rapport. Et donc, c'est à ça que tu reconnais aussi les auteurs qui ont une expérience, un vécu avec le cheval, et les autres. Et là où ça m'a posé un problème, par exemple, c'est quand les gens parlent de chevaux et qu'ils ne montent pas à cheval ou qu'ils n'y connaissent rien. Et là, c'est pas du tout pour être mauvaise face à cet auteur, mais c'est par exemple le cas de Continuer, de Laurent Mauvigné, qui est quelqu'un qui ne monte pas à cheval, qui n'y connaît pas, et qui parle, et qui en fait va se mélanger même dans les termes équestres. Et donc, il y a une espèce de problématique de légitimité, où tu finis en fait, ce qui est horrible, parce que finalement, ta lecture à toi est subjective, alors qu'elle ne devrait pas l'être, puisque on est censé être scientifique, mais c'est forcément le fait que moi-même, je sois cavalière, qui influence ma lecture. Mais je finis par me demander si on est légitime, en fait, de parler du cheval quand on n'en maîtrise pas le vocabulaire, par exemple. Et donc, il y a toute une espèce de dynamique autour de ça, qui peut être… Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, alors après, il y a une différence entre les cavaliers aujourd'hui parce que on n'est pas forcément cavalier. Le problème de l'époque de Chateaubriand, c'est qu'on est cavalier ou on est cavalier, il n'y a pas le choix. Donc lui, il est cavalier par nécessité. Et c'est vrai que dans ses mémoires d'outre-tombe, il raconte des choses, des événements parfois qui le ridiculisent complètement en tant que cavalier. Et du coup, ça en fait un peu l'espèce d'anti-héros. Et il finit par aller tamponner le cheval du roi dans une chasse parce qu'il ne maîtrise rien du tout, il est embarqué. Enfin voilà, tout le monde connaît l'anecdote. Et en fait, il y en a qui ont conclu, des littéraires, je vous jette la pierre, tant qu'à faire, allez hop, des littéraires, qui ont conclu que Chateaubriand, il n'aimait pas le cheval. Je pense que c'est complètement anachronique comme vision, puisqu'il n'avait pas le choix d'aimer le cheval ou pas. Il y avait le cheval et il n'y avait que ça. Donc, il était un peu obligé soit d'avoir un carrosse, soit d'avoir un cheval, soit d'être à pied. Enfin, la question ne se posait même pas d'aimer ou de pas aimer, c'était un outil essentiel, quoi. Oui, mais tu te rends compte qu'en fait, même dans ce fait d'être à cheval ou pas, tu avais une espèce de différence qui allait se faire en fonction de comment tu le maîtrisais aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs que la société à écuyer de Digard, elle vient d'où? Elle vient du fait que comme justement tout le monde montait à cheval, eh ben, il fallait bien faire une différence là-dedans, donc entre ceux qui montaient mieux et les autres. Et par exemple, tu as un livre, alors je ne sais pas si ça c'est un livre qu'on trouve normalement, il doit être en libre accès sur Internet, qui s'appelle Stendhal, homme de cheval. Ça a été écrit par le comte de Comminges. Et ça commence exactement par la réflexion que tu fais sur Chateaubriand, parce que le comte de Comminges, dans les premières lignes, il cite un passage ça doit être du Rouge et du Noir, où Fabrice doit choisir entre deux chevaux pour aller faire une longue course. Et donc, le comte de Comminges lit ça, et donc, il voit Fabrice qui hésite entre les deux chevaux et qui finit non pas par choisir le gros cheval bien gras, mais par choisir un cheval beaucoup plus fin et limite, en fait, ce qu'on pourrait dire un peu limite sec, comme on pourrait dire maintenant. Et donc, en lisant ça, le comte de Comminges s'écrie « Mais donc, Stendhal était un homme de cheval ». Et c'est ce qui l'a poussé à écrire un livre qui s'appelle Stendhal, homme de cheval. Et donc, il raconte cette anecdote en préface. Et donc, tu as cette espèce en effet, de reconnaissance, tu vois, à la lecture par rapport à ces traits-là. J'irai voir, merci beaucoup. Est-ce que ça amène d'autres réflexions? Oui, Vanina? Ouais. Alors, justement, par rapport à cette position soi-disant neutre du scientifique, moi, je vais vous renvoyer à deux lectures, parce que c'est une chose qu'on m'a pas mal dite au moment de mes comités de suivi de thèse, etc. C'est que j'étais trop engagée dans ma recherche, qu'elle m'était peut-être même trop intime. Donc voilà. Et en fait, c'était une longue discussion avec Jocelyne, parce que
Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, je fais une thèse en sociaux sur la relation de travail entre les professionnels et leurs chevaux. Et je suis dirigée par Jocelyne Porcher, qui a théorisé le travail animal à partir de la psychodynamique du travail dans le champ de la psychologie et de la psychiatrie de Christophe Dejour. Et elle, c'est une ancienne éleveuse, donc elle est très au courant de cette question-là. Et donc, on en a beaucoup discuté. Et puis, j'ai commencé à aller voir un petit peu les différents courants de sociologie. Et dans mon jury de thèse, il va y avoir Marianne Dujarrier, qui est sociologue clinicienne. Et donc, j'ai fait 2 petits ouvrages. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas si ça apparaît. Non. Alors, c'est la sociologie clinique de Gaulle-Jacques et travailler sur le travail. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec ma vue. Ouais. Alors, voilà. Travailler sur le travail. En fait, donc c'est Marianne Dujarrier qui organise un séminaire chaque année où elle invite des sociologues, des chercheurs à venir parler de leur objet de recherche et de leur choix de recherche. Pourquoi c'est ce que tu as fait là ce matin, Niane, c'est expliquer ton parcours personnel qui t'a conduit à faire ce sujet de recherche-là. Et ça va plus loin dans ce séminaire-là parce que non seulement elle te demande une introspection, pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet-là, et aussi, dans le séminaire, c'est pourquoi tu utilises telle ou telle méthode. Et en fait, ce qui est passionnant avec la sociologie clinique et avec cette posture-là, c'est qu'il est clairement affirmé que non, le chercheur n'est pas neutre. Et donc, il est demandé au contraire d'assumer sa position. Non, je ne suis pas neutre, je vois les choses de telle et telle manière, j'ai ça comme objet de recherche, j'utilise telle méthode, ça me renvoie... c'est un peu une analyse un peu psychanalytique de ta pratique de recherche, quelque part. Mais du coup, c'est extrêmement riche. Et en fait, ça t'amène aussi à prendre du recul par rapport à ça. C'est-à-dire que, après, moi, c'est ce que je mets derrière le mot honnêteté intellectuelle et honnêteté scientifique, c'est que j'ai fait des choix. Et là, justement, c'est ce que je suis en train de rédiger là, sur ma partie de thèse sur le cadre théorique, où je suis en train de dire, j'assume de faire des choix théoriques par rapport à ce que j'ai vu, etc. Et après, mon honnêteté intellectuelle me pousse à dire, oui, mon choix théorique est bon, ou non, il n'est pas bon. Les hypothèses que j'avais faites, en fait, elles sont bonnes ou elles sont foireuses. Elles sont peut-être foireuses parce que j'avais mes propres préjugés et puis à la lecture, etc., à l'avancée de la thèse, je m'aperçois que mon hypothèse n'est pas bonne. Voilà, et ça, pour moi, c'est l'honnêteté intellectuelle. Mais ça fait 2 choses très, très différentes et ça permet de sortir un peu de cette aporie de la neutralité du scientifique qui est... il faut reconnaître et il faut assumer qu'on n'est pas neutre. Et voilà. Donc, moi, depuis que j'ai lu ça, franchement, ça m'a fait le plus grand bien. J'ai arrêté de me poser 50 000 questions. Ensuite, par rapport justement à mon comité de suivi de thèse, alors moi j'avais aucun problème avec Jocelyne parce qu'elle est de toute façon elle est dans cette logique-là. J'avais besoin d'un appareillage plus ample d'un point de vue théorique justement pour pouvoir me revendiquer de ça. Et là avec la sociologie clinique c'est bon. Mais ça m'a libérée en fait. Mais vraiment, et donc j'assume pleinement mes choix. Et puis je dis, quand c'est faux, quand c'est pas bon. Non, je pense que tu as raison, c'est une richesse, mais après, la ligne est quand même assez... En fait, j'ai la chance d'avoir une directrice de recherche, par exemple, qui n'y connaît rien au cheval. C'est pas du tout son truc. Par contre, c'est une littéraire extrêmement rigoureuse. Et en fait, je pense que c'est toujours cet équilibre qui est un peu ténu entre ton intérêt pour le sujet, parce que si tu n'as pas d'intérêt pour le sujet, tu fais pas une thèse, parce que pour y passer 4 ou 5 ans, comme me l'avait dit mon directeur de recherche de mémoire, il y a un moment, si ça vous prend pas aux tripes, si ça vous intéresse pas, oubliez, parce que faut que ça vous parle à vous.
avant de commencer à parler à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est difficile. Il y a tellement de gens qui nous proposent de faire des thèses dans des trucs qui les intéressent eux et qui nous intéressent nous. C'est toujours très difficile, comme jeune chercheur, d'imposer ses choix et de dire, non, moi, je veux travailler sur ça comme ça. Au départ, moi, ma thèse, par exemple, le nombre de gens qui m'ont dit, ah oui, mais ça, c'est pas intéressant du tout. Travaillez donc, je sais pas, moi, sur Baucher, ou tiens, vous êtes au Portugal, allez, faites donc un lien entre ce que fait Baucher puis ce que fait Nuno Oliveira, et puis voilà, faites un machin comme ça. Mais moi, ça m'intéressait pas du tout de faire ça. Et donc, défendre ton sujet, il faut que tu sois assez investi par ton sujet, en effet, pour pouvoir le défendre, le présenter et vouloir le mettre jusqu'au bout. Mais c'est vrai que bon, c'est l'avantage, en fait, d'avoir un directeur de recherche qui soit un bon binôme et qui te permette justement de te cadrer et de te dire, alors là, en fait, on s'en fiche. Là, peut-être, ça sort un petit peu du côté thèse, recentrez-vous. Enfin, voilà, c'est toujours cet équilibre un petit peu difficile à faire. Alors oui, je pense que la subjectivité est de plus en plus acceptée dans le sens où finalement l'expérience personnelle commence à devenir aussi une valeur pas de sérieux, mais d'investissement, comme tu dis, peut-être ouais, de code d'honneur, d'honnêteté, d'intérêt pour la chose. Mais voilà, après, c'est toujours l'équilibre un peu difficile à trouver, je pense, entre les deux. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être qu'on passe à Honorine Bluen, parce que je vois le temps qui passe un petit peu. Je ne sais pas comme tu veux faire. Oui, je regardais l'heure aussi et je pense qu'on peut laisser parler Honorine un peu, quitte à revenir sur ce type de questions, puisque elle, avec le recul de la soutenance, elle aura peut-être aussi d'autres approches, d'autres remarques à faire, mais il y aura sûrement aussi des petites choses qui se recouperont. Peut-être que les questions après Honorine seront moins dirigées vers la thèse en elle-même et peut-être plus sur le sujet. On verra. Est-ce que Honorine, tu serais prête à parler maintenant? Oui, j'ai parlé. Mais de toute manière, toutes les questions qui ont été soulevées, ça apparaît aussi chez moi, en fait. C'est ça qui est très drôle. Je m'en doutais. Allons-y, c'est parti. Alors, hop. Alors, c'est bon, vous voyez bien Ok. Alors moi, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt que vous raconter vraiment de quoi parle ma thèse, etc. Enfin, je vais en parler un petit peu, mais c'était aussi plutôt une logique du cheminement de ma thèse, en fait, du choix du sujet après la soutenance. Donc du coup, c'est pareil. Quand moi j'ai commencé, j'ai fait le choix de faire une thèse. En fait, c'est aussi le fait d'être cavalière. Donc je voulais travailler sur le cheval. J'avais déjà fait des masters avant avec des sujets qui portaient également sur le cheval. Alors j'étais plutôt sur les adaptations de textes littéraires en spectacle équestre. Donc c'était du Barthabas par exemple, qui avait adapté le Macbeth ou ce genre de choses. Sauf que quand j'ai voulu faire ma thèse, moi, ce qui m'intéressait, c'était lire les grands maîtres. Et je voulais vraiment avoir une exploration diachronique sur plusieurs siècles pour voir pour voir l'évolution, en fait, tout simplement. Et donc, fatalement, il fallait un fil rouge qui restreigne un peu ma perspective. Et en fait, le déclencheur, ça a été une phrase de Daniel Roche, qui est en fait dans la préface de La main du maître de Patrice Ronchet-Desprez. Donc, c'était un ancien écuyer du Cadre Noir qui avait fait aussi une thèse en sciences de l'éducation, qui portait donc sur l'héritage de la caisse, sa transmission, etc. Et donc, en fait, Daniel Roche, dans sa préface, il disait que, en fait, il y avait ce mythe du centaure qui n'arrêtait pas de revenir dans les textes. Et alors, lui, il disait du 16e au 19e, je crois, au 20e, enfin bref. Et là, je me suis dit un peu banco, c'est ça, en fait, qu'il me faut comme fil rouge. Surtout que cette figure du centaure, moi, je l'avais déjà un peu explorée avant, en fait, pendant mes masters. Et du coup, première réflexion, je commence un peu à accumuler les références de où est cité le centaure, dans quel texte, etc. Et du coup, en fait, pendant ma première année de thèse, si vous voulez, il a fallu que je définisse un corpus, parce que moi, j'en avais pas, en fait. Quand j'ai commencé ma thèse, c'était vraiment, j'avais plutôt un sujet et
quelques idées sur ce qui allait. Donc, j'avais repéré certains ouvrages, bien sûr, mais voilà, je n'avais pas fait de travail de choix de corpus. Et au début, donc, j'avais laissé ouvert entre ce qu'on qualifie donc des œuvres fictionnelles, donc tout ce qui est vraiment roman, comme Diane vous a parlé avant, et peut-être aussi des spectacles, et aussi donc ces textes théoriques, techniques, essayistes ou biographiques, par exemple. Et finalement, mon choix de corpus, il s'est restreint à la non-fiction. Donc vraiment, tout ce qui va être les traités techniques, tout ce qui va être des œuvres aussi, alors intellectuelles ou scientifiques. Donc, par exemple, La main du maître de Patrice Ranchet-Desprez et sa publication de thèse. Ça fait partie de mon corpus, par exemple. Et à côté de ça, j'avais des œuvres plus biographiques, comme Sophie Nolot, Vie cavalière, ou Laurence Bougaud, qui s'appelle, je vais y arriver, La liberté du centaure. La liberté du centaure, merci. Qui est vraiment un petit essai en fait sur le voyage à cheval, mais il y a aussi tous ses souvenirs de ses propres voyages en fait. Et donc voilà, j'ai fait ce choix-là de corpus. Et en fait, j'ai dû faire face à en fait le centaure et la relation au monde équestre. En fait, il y a une espèce de blanc scientifique en fait. Ça a été pas du tout étudié ou très très peu. C'est-à-dire il y a vraiment quelques articles et ça portait même pas sur le monde équestre en France en fait. Et à côté de ça, j'avais constaté que finalement, tout ce qui était l'étude de l'écrit sportif, en fait, en littérature, c'était aussi très peu étudié et encore moins tout ce qui était les traités équestres. On avait quelques productions d'articles dessus, mais c'était très léger. Donc finalement, je commence à rassembler, à réfléchir à ce corpus, à tout ce que j'ai pu accumuler en termes de lecture, etc. Et du coup, mes premières impressions, réflexions, c'était que en fait, j'avais affaire à une figure qui était complètement fictionnelle, mais qui était exploitée, reprise en fait dans un environnement de non-fiction, dans le sens où quand on est au 19e, le monde équestre, dans les écrits, il est vraiment dans une approche qui se veut scientifique, en fait. On parle de science de l'équitation. On essaye d'arrêter de parler d'art, en fait. Et pareil, il y a une espèce de quête un peu d'authenticité dans certains écrits personnels ou quand on est dans des approches plus scientifiques ou intellectuelles. Voilà, on parlait en fait, de pourquoi on exploite une figure fictionnelle dans ce cadre-là, finalement. Ça n'a pas de sens. À côté de ça, je voyais aussi que finalement, ce centaure, il était de nature plus chironien, c'est-à-dire que c'est un centaure qui est sage, apaisé, qui a un savoir. En fait, on est bien loin du centaure sauvage qui va violer des femmes et qui boit du vin à outrance. En fait. Et après, il y avait aussi cette récurrence dans les textes du centaure, alors du coup, il y avait une espèce de variation au niveau de la linguistique et dans les expressions. C'est-à-dire que des fois, on parlait du mythe du centaure, des fois, j'avais le verbe se centauriser, devenir un centaure, être centaure, ou quelqu'un qu'on disait que oui, c'est un centaure. Donc, on est vraiment dans tout ce qui était les métaphores, comparaisons, bref. Il y avait vraiment un véritable panel en fait, d'utilisation et d'usage du centaure dans les textes équestres au fil des siècles. Et ça fonctionnait de manière très différente aussi, où, quand Diane vous a parlé de la place du cheval dans tout ce qui était la narration, etc., et en fait, dans les textes de non-fiction, il y a un espèce un peu de fonctionnement soit par itération, c'est-à-dire que ça revient ponctuellement, pas toujours de manière harmonieuse, ou ça peut être vraiment un élément structurant, c'est-à-dire que quelqu'un va le prendre comme emblème pour son livre et de toute sa philosophie équestre qui vient derrière. Donc voilà, je vous avais remis le corpus. Donc vous voyez que la première ligne, en fait, c'est tout ce qui est les traités techniques. Donc j'ai la Guérinière 18e, la théorie de la centaurisation par Lancombe-Brève au 19e, la nouvelle équitation à la recherche du centaure, donc qui est pour le 20e de Jean-Yves Le Guillou, et de l'éthologie au dressage de Sandrine Dont pour le 21e siècle. Et après, pour tout ce qui était une écriture plus essayiste ou personnelle,
Donc, j'avais le cheval de la rue Madru au 19e. Et après, j'avais un ensemble de documents qui étaient plutôt 21e, en fait. Avec La vie cavalière de Sophie Nolot, donc le texte de Laurence Bougaud, La liberté du centaure. Et j'avais pris aussi le Nicolas Chaudin, Un centaure au crépuscule, qui est une autobiographie une biographie, pardon, du général Lotte. Et après, en texte plus intellectuel ou de nature plus scientifique, j'avais le colloque sur François Robichon de la Guérinière, où j'avais pris certaines communications qui traitaient du centaure Chiron, donc qui est en frontispice de cet ouvrage, et La main du maître de Patrice Ronchet-Desprez. Donc vous voyez, j'ai un corpus qui n'est pas forcément très équilibré, parce que je vais avoir plus d'œuvres finalement au 21e. Et après, j'avais fait aussi un choix d'avoir quand même des écrits de femmes, en fait. Et fatalement, avec l'histoire de l'équitation, ces écrits de femmes, c'était plutôt du récent, avec la féminisation de l'équitation, etc. Donc finalement, j'avais un ensemble d'éléments qui structuraient un peu ma pensée. Donc j'avais ces thématiques autour de l'animal, l'hybride, le mythe, le corps, le sport, la culture. Et j'avais un peu pris Chiron en fait en figure clé, puisque j'avais une figure donc, qui avait un récit derrière lui. C'est le maître des héros antiques, il les forme, donc il est installé au Mont Pélion, il est dans une grotte, enfin voilà, il a tout un bagage de récits derrière lui. Et c'est une figure finalement qui est quand même installée comme une référence, alors plus ou moins explicite, dans ces écrits-là. C'est-à-dire que autant La Guérinière, il le met en frontispice, c'est l'éducation d'Achille par Chiron. Et après, même si le nom n'est pas cité, on voit clairement que c'est une figure de sagesse apaisée. Et à côté de ça, donc Chiron, c'était vraiment l'incarnation du maître équestre. Et son nom donc, vient de chair, en fait, qui est l'habilité manuelle. Or, quand on est, pour le cavalier, la main, c'est quand même un outil qui est très important, en fait, dans la relation à l'animal. Donc voilà, un peu ça, c'était tout mon début de réflexion, donc première, deuxième année. Et après, donc, j'ai commencé à monter donc, le plan et à commencer à rédiger. Donc finalement, j'ai eu un plan thématique donc, qui s'est fait finalement en 3 parties. J'étais partie sur 4 à un moment, donc je vais revenir dessus. Donc finalement, vous voyez, la partie 1 se porte vraiment sur la question du mythe. Donc ça va être toutes les questions au niveau de la narration, de l'utilisation d'une figure et de son bagage mythique et antique. Donc vraiment alors pour le coup, j'avais découpé dans cette première partie en fonction des différents types de textes, c'est-à-dire les traités techniques qui vraiment exploitaient une espèce de mythe équestre où la figure du centaure, c'est vraiment voilà, l'incarnation, le témoignage des premiers cavaliers. C'est aussi ce qui va assurer toute une certaine, comment dire, une certaine valeur intellectuelle à la pratique équestre. Après, j'avais donc le deuxième qui portait sur vraiment les écrits personnels, qui était là plutôt sur les processus de mythification. C'est-à-dire que certains auteurs vont exploiter le centaure pour soit magnifier leur vie personnelle, leur ressenti équestre, ou pour, d'un point de vue plus communautaire, témoigner d'une grande figure, donc, par exemple Lot, et voilà, où le centaure est exploité dans ce but-là. Et après, donc, j'avais mon 3e chapitre qui portait vraiment sur la dynamique scientifique dans les écrits, avec en fait, vous voyez, si vous voulez, quand le mythe en sciences humaines, c'est toute une histoire, puisqu'en fait, on est parti d'une étude et qui, à un moment, s'est un peu perdu au XXe siècle, où en fait, on commençait à étudier des éléments de mythe qui en fait n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a perdu tout contexte sur la notion de mythe et qu'on était venu à construire une espèce de notion intellectuelle qui était purement abstraite, en fait. Et cette tentation-là, finalement, on la retrouve un peu encore au 21e, moi, dans mes écrits scientifiques, où en fait, on avait une exploitation du mythe qui reposait vraiment sur cette construction théorique
vraiment ouais, du XXe siècle. Donc ma partie 2, c'était vraiment sur le corps, où alors là, j'ai plutôt abordé des questions. Alors c'était un peu selon, c'était pas selon les genres, mais plutôt selon des écrits hommes ou femmes. Je vais m'expliquer un peu plus. En fait, j'avais un premier chapitre, donc le chapitre 4, qui portait vraiment sur la question du genre entre le centaure masculin et le centaure féminin, en fait. Que j'avais, quand on lit des textes de cavalières, pour le coup, et ben, le centaure, le plus souvent, et ben, en fait, il est au masculin. Et alors ça, moi, ça m'avait assez surprise parce que je m'étais dit, on a une féminisation de l'équitation, pourquoi finalement on n'a pas une figure de la centauresse qui s'impose à nouveau? Et finalement, on voit que toute la posture virile du centaure du 18e, qui incarne vraiment une masculinité, alors qu'il va être tout en réserve, tout en retenue, mais qui incarne quand même un masculin marqué, va en fait peu à peu s'atténuer et va devenir un centaure qui finalement est comme dégenré, en fait, sans vraiment masculin ni féminin. Même si on a des figures centauresses, mais je reviendrai un peu après dessus, qui vont être encore dans certains clichés de sexualité ou de mère de famille. Après, j'abordais vraiment la question de l'hybridité éthique. Donc, on était vraiment sur la question voilà, de la relation au cheval, de cette question de la fusion, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est la prise en compte de l'animal dans la relation? Est-ce que finalement, quand on pratique l'équitation, certes, on commence à s'accorder au corps animal, mais après, finalement, on va dans une indépendance des aides pour pouvoir agir sur lui et pouvoir communiquer. Et finalement, quand on parle du centaure, on est tout de suite dans la fusion, mais ça peut cacher un peu ce fonctionnement finalement d'une absence ou de geste ou d'intervention qui finalement fonctionne pas, sur une désharmonie presque harmonieuse en fait. C'est-à-dire qu'on va intervenir ponctuellement, mais du coup pas dans la fusion pour vraiment changer d'exercice ou etc. Et après, j'avais donc eu un dernier chapitre qui portait alors sur la nature. En gros, c'est l'interaction du corps avec son environnement, où là, pour le coup, on a vraiment un centaure qui est sur d'abord une civilisation de la nature et qui va basculer en fait peu à peu vers une célébration de la nature, du sauvage, du renouveau d'un contact avec. Donc, c'était particulièrement flagrant chez Laurence Bougo. Après, donc, dans ma troisième partie qui portait sur l'enseignement, j'avais donc la figure du maître, puisque donc là, je partais vraiment de Chiron pour le coup, et vraiment cette incarnation du maître équestre par excellence. Et je voulais voir si, en fait, cette figure-là qui est présente au XVIIIe, comment elle se déclinait finalement au fil des siècles, qu'est-ce qu'on en gardait ou pas. Après, j'étais vraiment sur la question de la pédagogie technique. En fait, c'était comment était exploitée dans les traités théoriques la figure du centaure. C'est-à-dire que, donc, au XVIIIe, on a un peu cette symbolique du maître équestre. Après, on va peu à peu au XIXe vers en fait, le centaure comme représentation d'un savoir. On parle de centaurisation. Et après, en fait, petit à petit, vers la fin 20e, 21e, on va basculer vers le centaure comme un espèce de leitmotiv pour l'élève, en fait. Et ça va servir vraiment voilà, au niveau pédagogique c'est ce vers quoi on doit tendre. Et voilà, donc j'avais donc cette partie 4 à un moment sur l'héritage culturel où finalement j'ai redispatché la main, par exemple, à la base, elle était dans l'héritage culturel et j'avais toute une partie sur vraiment le rapport à l'écriture et à la littérature pour les cavaliers, puisqu'en fait, dans bon nombre de textes, il y en a beaucoup qui vous disent que les livres ne servent à rien, que ça n'apprend, vous connaissez un peu les topics, et finalement de la question de pourquoi finalement ils écrivaient, puisque donc on avait quand même cette volonté de sauvegarde du savoir, et voilà, c'était toute la question du rapport au savoir entre la prise de parole orale, du coup on est vraiment dans une équitation, c'est d'abord de l'enseignement oral, et la place de l'écrit dans cette structure-là.
sachant qu'il y a beaucoup d'écrits qui reprennent aussi finalement des formes dialoguées ou voilà, une certaine expressivité qui peut être proche de l'oral. Ça posait aussi la question de, on est face à un public dont on ne connaît pas forcément les compétences, donc qu'est-ce qu'on va diffuser en termes de savoir théorique et technique qui, pour éviter tout risque de mauvaise compréhension, de mauvaise application, etc. Bon, ça, finalement, je me suis dit, ça se décroche du Centaure, donc finalement, je l'ai retiré. Voilà, donc au niveau, comme ça, je vais passer, hop, et alors là, peu à peu, finalement, après la soutenance, etc., enfin, quand je commence à prendre du recul, je me dis que finalement, j'ai eu 2 guides de pensée pour cette thèse. C'est-à-dire vraiment une question de fabrique discursive. C'est en quoi, en fait, la figure va être construite ou reconstruite, parce qu'on a vraiment des processus de déconstruction et de reconstruction d'une figure antique par les discours, donc voilà, qui vont l'utiliser pour, là, en l'occurrence, si je me raccroche au mythe, c'était voilà, définir ou raconter l'histoire d'une pratique. C'est aussi une figure qui va traduire ou qui va fabriquer une expérience corporelle de la relation avec l'animal. C'est-à-dire que le centaure est là pour traduire, bien sûr, la fusion cheval-cavalier, mais ça va aussi, en fait, fabriquer par les mots une expérience corporelle, un imaginaire, voilà, du corps. Et donc voilà, après il y avait la question du substantif au potentiel pédagogique, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure du centaure comme maître d'équitation imité à la centaurisation comme fruit du savoir, etc. En fait, comment finalement il y avait cette construction-là. Et après, donc la seconde, c'était la dynamique mémorielle, donc fatalement autour du mythe où il y a toujours ce processus de reprise et de réécriture au fil des siècles, avec donc des évolutions au niveau des figures, au niveau du récit qui en est donné. C'est aussi la question dans le corps de la dynamique mémorielle. Qu'est-ce qu'on va transmettre quand on est cavalier? On a un ressenti. Quand après on veut le traduire à l'écrit, comment on fait? Comment on se remémore et comment on fait remémorer au lecteur une sensation corporelle? Et finalement, c'était aussi au niveau de la transmission culturelle, en fait, toutes ces questions de la perte de l'archivage de la trace et de la patrimonialisation. En fait, ça, c'est venu vraiment sur la fin. C'est cette figure qu'on a reprise du centaure au fil des siècles. On a voulu la transmettre, mais finalement, on voit que il y a des fois tout un pan de cet imaginaire qui est perdu et qu'on ne va pas sauvegarder, finalement. Mais il y a d'autres choses dont on va se remémorer et qu'on va mémorialiser. Donc là, je m'approche vraiment de tout ce qui est équitation de tradition française avec l'inscription au patrimoine et tout ce que ça va engendrer en fait au niveau du pensée de l'imaginaire et toute la dynamique autour. Donc voilà, je vous ai mis quelques résultats donc, sur l'évolution quand même. Donc voilà, je vous avais dit tout à l'heure quand je passe donc vraiment époque moderne, époque contemporaine. À l'époque moderne, on a vraiment un mythe du centaure qui va prouver l'historicité de l'équitation, renforcer la valeur de l'art équestre. Et après, quand vous êtes dans le monde contemporain, et en fait, toute la question du récit du centaure, etc., dans les traités techniques, elle n'y est plus, en fait. On va utiliser un centaure qui n'a plus d'histoire. Ou alors, dans les écrits qui sont personnels ou scientifiques, on va justement revaloriser toute cette histoire antique et le bagage mythique qui va avec. Autre exemple, donc ça je vous en avais dit tout à l'heure, le centaure qui est donc maître par excellence, c'est clairement le chiron, qui va devenir peu à peu une incarnation du savoir et qui va s'orienter vers un devenir un pédagogique, un leitmotiv pour l'élève. Donc là, on suit en fait toute l'évolution de la conception pédagogique, de l'éducation au fil des siècles en fait. Hop. Et après, donc il y avait toute cette bascule du centaure masculin vers le centaure épicène. Donc là, je vous avais mis un exemple alors c'est la Mencken, donc c'était une artiste, on va dire équestre, une écuyère du 19e siècle qui, en fait, a notamment
elle a joué Mazeppa, en fait. Donc, le mythe où vous allez retrouver un personnage qui est attaché à un cheval, lance au galop, etc. Et en fait, elle avait été notamment, elle s'est habillée pour ce spectacle-là d'une tenue qui était qualifiée à l'époque de très moulante et de, voilà, toute cette question autour du corps féminin qu'il ne faut pas montrer, etc. Et finalement, suite à ça, elle avait été caricaturée en centauresse, en fait. Et du coup, là, on voit que vraiment l'ajout du cheval à son corps de femme, finalement, il était vraiment pour montrer toute son animalité, le fait qu'en fait, elle perd, il y a une perte de sa valeur humaine, en quelque sorte, en fait. Elle est dévalorisée pour avoir fait une telle chose. Et finalement, on voit que ce processus-là, il va changer en fait au fil des siècles, puisque quand on parle de centaure au tout début du XVIIIe, on cherche vraiment à humaniser le cheval, c'est-à-dire que vraiment toutes les caractéristiques animales, on va les atténuer au maximum. On a toute cette rien que dans l'appellation du cheval au XVIIIe, on voit que se met en place une certaine anthropomorphie, etc. On recherche un redressement dans l'équitation classique qui va essayer de mettre plus le cheval sur ses deux jambes arrière, il va plus être orienté vers le ciel, etc. Et en fait, quand on regarde maintenant au XXIe siècle, c'est le cavalier qui a été animalisé. On va parler de pensée cheval, on va essayer de se reconnecter à toute cette lecture du corps, etc. Et quand on va animaliser le corps cavalier, en fait, ça va être une vraie plus-value. C'est-à-dire qu'on va mieux comprendre l'animal, on va être réinséré dans une autre conception du monde, en fait. Et ça se retrouve aussi dans le rapport à la nature. Quand vous regardez, en fait, les premiers tableaux du 18e, etc., toutes les représentations de centaures, ça va être dans une nature qui est extrêmement civilisée. Vous allez avoir des sculptures, c'est pas trop sauvage, c'est voilà, vraiment, on est dans un milieu qui est, alors certes en dehors de la cité, mais qui est quand même humanisé. Et peu à peu, quand on bascule vers le 19e, 20e, il y a toute une revalorisation du monde sauvage, où en fait, on va avoir des très grands tableaux où on va avoir un petit centaure très barbu, des fois vêtu d'une peau de bête, et qui va être vraiment réimplanté dans un univers très sauvage, en fait. Et donc, là, actuellement, avec toutes les questions autour de l'environnement, etc., c'est quelque chose encore qu'on retrouve et qui est où en fait, le centaure, il devient un peu le moyen de se reconnecter à la nature, en fait. Quand on lit le texte de Bouguereau, c'est vraiment très flagrant. Elle dit que voilà, c'est un moyen de rester connecté vraiment même dans la police, dans la cité. Du coup, je vais terminer sur un peu les questions de soutenance, post-soutenance. Alors, vous avez mis un peu, du coup, Diane, c'est bien, ça va te préparer un peu en avance. Quand tu vas en fait recevoir des pré-rapports, je pense peut-être que tu es au courant, mais alors moi, ce qui m'avait surprise quand j'ai reçu mes pré-rapports, c'est que j'avais vraiment deux types de pré-rapports. J'avais quelqu'un qui m'avait fait quelque chose de très, très court, en fait, et une autre personne qui avait fait vraiment un pré-rapport très détaillé. Et en fait, c'est-à-dire que le pré-rapport détaillé, en fait, c'est quasiment le rapport définitif finalisé. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être y avoir quelques modifications après la soutenance, mais c'était très minime, contrairement à l'autre où vraiment l'écriture du rapport va s'effectuer finalement après la soutenance. Ce qui est bien quand on reçoit le pré-rapport, ce que je conseille à tous ceux qui n'ont pas soutenu, c'est déjà vous prenez un temps de repos après avoir fait le dépôt de votre thèse, clairement. Profitez un peu, relâchez-vous. Et quand vous recevez ces pré-rapports, c'est de les lire, mais de ne pas trop tarder à discuter après avec votre directeur ou directrice de recherche, en fait, pour avoir, pour réussir en fait à prendre un peu de recul vis-à-vis de ce qui est dit. Et parce que vous pouvez, des fois, c'est pas toujours. Il y a des choses qui peuvent vous surprendre ou vous dites, bon, il n'a pas compris, c'est moi qui n'ai pas compris, ou voilà. Quand vous préparez après pour la soutenance, vous allez vraiment relisez peut-être rapidement la thèse ou après, prenez aussi un temps pour rédiger votre temps de parole. Mais moi, je sais que la rédaction pour ma prise de parole, ça m'a aussi aidé à me remettre dedans et à
réfléchir un peu sur ma posture de chercheuse, en fait. Et voilà. Alors après, pour la soutenance, alors moi, j'avais une soutenance, merci Covid, qui était mi-visio, mi-présentiel, donc avec tous les défauts et avantages que ça avait. C'est-à-dire que je suis contente de ne pas l'avoir fait que en visio parce que ce serait pas facile en fait de se mettre dans l'atmosphère de la soutenance pour le coup. Mais bah voilà, Covid effect, c'était pas possible d'avoir que du présentiel. Et bah, du coup, forcément, visio, il y a eu des problèmes de connexion, etc. C'est des aléas, il faut faire avec. Et du coup, après, bah, vous allez avoir les commentaires donc, attendus, c'est-à-dire ceux que vous avez déjà croisés dans les pré-rapports. Et des fois, vous allez voilà, vous allez avoir des réflexions qui sont un peu surprenantes des fois, auxquelles vous n'attendiez pas forcément. Moi, c'était mon cas sur voilà, la question de la violence du centaure envers les femmes. Ça m'a un peu surprise quand on me l'a présenté en soutenance, parce que vraiment, dans les textes équestres, en fait, c'est quelque chose qui est passé, qui n'est pas présent, en fait. Mais du coup, c'est intéressant que ça ne soit pas présent. Et ça, j'aurais dû en parler, en fait. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça où, après coup, on se dit, bah oui, en fait, c'est évident. Mais sur le coup, quand on est vraiment pris dans la thèse, etc., on n'a pas ce recul, en fait. Et c'est, pour moi, voilà, la soutenance, finalement, le fait de rendre, etc., et ben, c'est vraiment un moment pour prendre du recul, en fait, sur sa thèse et comprendre, bah là, on peut s'améliorer pour les recherches futures, en fait. Et voilà, donc après, alors je vais passer très rapidement sur les conseils et après on reviendra sur les fictions et sur la posture du chercheur parce que vraiment, moi, c'est un truc que j'ai le plus retiré de ma thèse, je pense. Alors, en conseil, j'avais mis voilà, le choix du titre de la thèse. Alors moi, quand j'ai choisi mon titre de thèse, je n'avais pas une idée très déterminée de ce que je voulais. Donc finalement, le titre est très long et très vague, en fait. Donc, je ne sais pas, si vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas choisi un sujet de thèse, c'est vraiment un truc que je conseillerais de réfléchir en fait plus sérieusement et à se dire, parce que finalement, ce type de thèse, on va vraiment le garder tout au long de sa thèse. Et même quand on est à déposer sa thèse, on se dit en fait le titre, finalement, il n'est pas très bon, mais voilà, on est obligé de le garder. Alors après, j'avais mis préparer les éléments d'intro et conclusion. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, quand j'ai rédigé, c'est que j'avais vraiment laissé toutes les introductions et les conclusions, donc de chapitres, de parties, etc. Je n'avais rien mis. C'est une très mauvaise idée à ne pas faire. Parce que du coup, j'ai tout rédigé à la fin. Moi, en fait, quand on est en lettres, on vous dit toujours les introductions, les conclusions, vous les rédigez à la fin. Sauf que quand on est vraiment en deadline à la fin, c'est très, très compliqué à rédiger. Et forcément, les miennes ne sont pas très bonnes. Donc voilà, je ne vous les conseille pas. Un truc qui peut vous être utile, là je pense à toi Diane, c'est de faire une liste de contrôle de rédaction. Alors là c'est peut-être un peu tardif, il t'a rendu, mais c'est en gros se faire un fichier. Vous allez mettre toutes les idées, enfin tout ce que vous devez faire en fait. Si c'est vérifier les notes de bas de page, si c'est bien aligné, si c'est les bons numéros de page, etc. Il y a des voilà, des listes de contrôle, vous allez retrouver sur Internet, chez les Canadiens, etc. C'est un truc assez courant et franchement, c'est extrêmement pratique pour savoir ce qui reste à faire, si on a bien tout checké ce qu'il fallait, etc. Après, dans la soutenance, moi, je sais qu'il y a un truc que finalement, je m'étais trouvé très utile, c'est donc lors de la soutenance, en fait, on écoute parler le jury, enfin chaque membre du jury, et on répond une fois qu'ils ont fini leur prise de parole. Ce qui est bien, c'est que quand tu prends des notes, enfin quand on prend des notes, c'est de mettre des mots-clés de réponse. Parce que alors, moi, je l'avais fait pour certains. Vers la fin, je commençais à fatiguer, donc j'en ai loupé quelques-uns. Et du coup, pour rebondir quand c'est votre temps de parole, c'est très difficile, des fois, de se rappeler de ce qu'on voulait dire, en fait. Donc voilà, le 5 a un petit mot-clé pour se dire, oui, voilà, je voulais parler de ça. Du coup, ça peut être très utile. Et voilà, après les questions de publication et de mise en ligne, moi je sais que du coup la mienne, je n'ai pas désiré qu'elle soit mise en ligne, notamment sur les titres de thèse, etc. Parce qu'en fait,
je veux en retirer des articles, c'est-à-dire que si je publie, en fait, si je la mets en ligne, du coup, je ne pourrais pas écrire mes articles, puisque ça, dans certaines revues, en fait, enfin, même la plupart, je pense, ça doit être un écrit original. Donc voilà, c'est un truc à penser si vous voulez publier ou autre thèse, voilà, de ne pas forcément la mettre en ligne sur les sites, etc. Et alors, je vais terminer du coup sur la question de la réflexion. Voilà, moi, ce qui m'a le plus posé problème, en fait, pendant cette thèse, c'est comment je me pose en tant que chercheur. Alors là, je vous le dis maintenant, mais ça m'est vraiment venu sur vraiment la toute fin. Et en fait, je me dis que c'est un truc qui nous manque en littérature, c'est qu'on nous dit pas assez enfin, on nous prépare pas en fait à réfléchir à notre posture de chercheur. Et du coup, je rebondis sur ce qui avait été la discussion entre Vanina et Diane, c'est voilà, en fait, d'où on vient, qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie, pourquoi finalement on choisit ce sujet-là et qu'est-ce qui va nous pousser à choisir telle méthodologie, en fait. Et, voilà, et après, de cette question de moi, je suis inscrite en lettres, en littérature, etc. Mais finalement, j'ai une approche qui est beaucoup plus d'études culturelles, en fait. Sauf qu'en France, on n'a pas cette approche transversale encore. C'est pas comme les pays anglo-saxons où il y a des chaires d'études culturelles ou des chaires sur le genre, etc. en fait, qui vont réunir plusieurs disciplines. Nous, en France, on est vraiment calé par discipline et du coup, c'est pas toujours facile d'avoir un espèce de positionnement disciplinaire en fait. Parce que moi, du coup, dans mon jury de thèse, j'avais des personnes qui sont vraiment très littérature, sur des questions de littérarité. Et du coup, moi, je ne traitais pas forcément des questions de littérarité dans ma thèse, en fait. Donc voilà, c'était des attendus des fois que du coup, on ne remplit pas. Et moi, je sais que j'avais du coup du mal à expliquer de comment je me positionnais finalement en tant que chercheur. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Merci Honorine. Je crois que tu as déjà des questions en discussion. Peut-être que les intéressés, je pensais notamment à Anne-Sophie, pourraient ouvrir le bal et ensuite on fera circuler la parole. Alors, Anne-Sophie, tu veux que je lise ta question du coup? Ou tu veux la redire? Oui, je veux bien parce que je ne suis pas tout à fait sûre de ma connexion. D'accord. Alors, tu m'avais mis, donc, est-ce que tu analyses le rapport texte-image dans la représentation de la figure du centaure? Alors, oui, mais de manière très minime. En fait, j'étais vraiment partie au tout début sur le texte. Et après, je me suis dit, oui, mais dans mes textes, en fait, j'ai certaines images de centaures et dans d'autres écrits de mes auteurs, j'ai aussi la présence de centaures imagés, en fait. Et du coup, je les ai réinclus après, mais fatalement, je n'ai pas eu une étude d'image très approfondie, en fait. Mais oui, mais du coup, c'était vraiment pensé dans la relation voilà, texte-image, effectivement, ça apparaît. Alors, est-ce que tu as analysé les mots associés au centaure qui le définissent? Je pense par exemple pour la guérinière. Alors, donc, pour la guérinière, donc les autres traités du XVIIe, XVIIIe, la figure du bon et bel homme de cheval. Oui, alors c'est arrivé plutôt dans sur la question du genre, en fait, voilà, du centaure qui incarne en effet le bon et bel homme de cheval, selon la formule de la guérinière, qui était, alors du coup, je l'ai abordé par la question du genre donc masculin. Après, sur la question aussi de la posture en selle, c'est arrivé donc plutôt parti sur le corps, sur la question éthique. Mais on était, enfin, après, je l'ai pas tellement associé à la définition comment dire, de l'écuyer ou qui va évoluer au fil des siècles, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes réponses. Alors, du coup, Diane, pareil qu'Anne-Sophie avant d'oublier.
Alors oui, alors Socrate, Oui, c'est pour ça que j'en ai lire parlé. si tu veux. Je peux lire si tu veux Ah, parce que vas-y. résultat, en fait, j'avais juste une question à ajouter à ça parce cette réflexion, c'est Anne-Sophie qui m'a fait penser à le mettre au moment où tu le disais parce que je voulais pas l'oublier. Donc, c'était justement cette espèce de transmission de l'équitation, en fait, qui est assez similaire finalement à ce qu'on retrouve dans le dialogue socratique, c'est-à-dire que tu as cette espèce de posture du maître et l'élève, en fait, qui ne sert qu'à poser des questions pour que le maître puisse développer. Je le schématise un petit peu, et c'est vrai qu'il y avait donc Basile Tardivel qui en avait parlé pas mal dans son Master 2. Alors, je ne sais pas s'il est maintenant trouvable parce que c'était Laurence Bougot, donc sa directrice de recherche, qui maintenant n'est plus qui le publiait en fait, moi en tout cas j'en ai une copie parce qu'elle me l'avait publié par sa maison d'édition Cheval Culture. Je ne sais pas si c'est encore trouvable maintenant, résultat, mais c'est vrai qu'il y avait toute cette espèce d'observation, et donc ça c'était un peu ma première question pour toi, c'était de savoir si tu avais remarqué ça dans tes lectures, et s'il n'y avait pas un petit glissement finalement à la fin de la figure du centaure pour la figure du cheval en général. Comme si en fait le centaure, qui est donc celui d'où la sagesse vient, finalement c'est pas un transfert qui est fait ensuite à la figure du cheval qui finalement devient le maître du cavalier d'une certaine façon. Donc ça c'était mes questions. Ouais. Alors en fait, figure-toi que la figure socratique, elle est très présente. Alors chez Patrice Franchet-Desprez et tu la retrouves également dans Sandrine Dante en fait. Ça m'a beaucoup étonnée qu'il y ait une espèce. Alors en plus, c'est un Socrate qui est très diffus parce que donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Socrate, on n'a pas d'écrit direct, on n'a que des écrits de ses élèves. Et finalement, alors c'est le Socrate de Xénophon et le Socrate de c'est l'autre déjà. J'ai oublié l'autre nom. Et en fait, c'est vraiment du coup. Platon. Voilà, merci. De Platon. Et du coup, on a vraiment. Non, c'est pas Platon. Il me semble que c'est autre. Enfin, bref. Je ne suis pas sûre que ce soit Platon, celui-là que j'avais vu. Mais bon. Et du coup, c'est vraiment deux figures qui sont différentes et qui ne fonctionnent pas pareil, en fait. Et on a toujours ce melting pot au XXIe siècle d'un Socrate voilà, qui est un peu fusion des deux, mais pas tout à fait. Enfin, c'est assez étrange. Et on a vraiment voilà, cette posture de voilà, faire poser des questions à l'élève et que le maître, en fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec la question de littérature et à quoi ça sert de lire des livres et d'en écrire, en fait. Et qu'est-ce qu'on doit répondre comme type de savoir? Est-ce qu'en fait, on va mener comment dire, est-ce qu'on mène l'élève à faire ses propres découvertes ou est-ce qu'on lui file un savoir déjà tout fait qu'il va devoir s'approprier? Et la figure du centaure, on est quand même dans cet idéal socratique, on est vraiment dans la veine de c'est l'élève qui doit faire son chemin, même si vous balisez le chemin, il peut faire des erreurs et c'est de là qu'il va apprendre, etc. Et on a vraiment voilà, toute cette mise en place. Et finalement, on a aussi une espèce de cheval socratique qui va émerger, d'espèce de cheval maître, en fait, qui va se faire poser des questions au cavalier pour l'emmener. En fait, voilà, finalement, on a cette réversion entre le cavalier qui est le maître et le cheval élève, et après le cheval qui devient maître et le cavalier qui devient élève, en fait. Donc après, ça va pas dépendre des coups de cavalier, etc. Mais c'est comme le vieux dicton qu'on dit jeune cavalier, vieux cheval et vieux cavalier, jeune cheval, en fait. Mais voilà, mais ça se retrouve effectivement. Et le centaure, tout ce qui est l'imaginaire du centaure, ça c'est aussi appuyé là-dessus, effectivement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très très claire parce que le temps de préparation a été assez mince. Donc je m'en excuse par avance si c'était un peu laborieux. Non, alors moi j'aurais quelque chose à rajouter auquel j'ai pensé quand j'ai essayé, en tout cas un premier jet de compte rendu de soutenance pour toi. Je pense quand même que ça mérite réflexion, surtout pour les personnes qui sont disons pas une fin de parcours de thèse. Je pensais notamment à Clotilde par rapport au maréchal ou à d'autres figures de ce type. Donc en fait, pour moi,
le fait que tu travailles sur des textes non fictionnels, ça doit aussi nous éclairer sur nos manières de rechercher et d'étudier des textes. En fait, nous, on étudie aussi en histoire, mais l'histoire des techniques avec le geste, hein, je pense à Anne-Sophie par exemple, ou il y en a forcément d'autres, hein, tous ces gestes techniques qui sont décrits parfois de manière très aride, font l'objet de textes non fictionnels dont les auteurs n'ont pas de formation littéraire et ces textes n'ont aucune vocation esthétique au départ. Et en fait, tout ça, ce sont nos sources. Donc, la manière que tu as d'aborder ces textes-là et évidemment d'en sortir aussi des éléments littéraires, notamment en analysant certains verbes récurrents, peut-être certaines formulations. Enfin, il y a forcément des choses à tirer de nos documents en regardant même juste la structure, les mots, quoi. Bah, moi, je sais que c'est ce qui m'a vraiment intéressée, c'est finalement quand tu veux, on est vraiment sur la question de la transmission d'un enseignement finalement. Donc, la question de comment tu écris un geste et qu'est-ce que tu veux transmettre en fait. Est-ce que finalement, on ne peut pas adopter des fois des expressions plus imagées pour traduire une valeur que tu vas associer ou tout simplement une gestuelle en fait. Et là, je le vois finalement, on a des écrits qui sont très arides. Je pense, tout ce qui est les manuels d'équitation militaire, c'est de la notice, quoi, on va dire. C'est de la notice d'utilisation. Et pourtant, des fois, en creux, rien que des fois dans la manière de structurer l'apprentissage ou des fois de la petite incursion d'un terme ou d'une expression, on se dit « Ah, ok, là, il y a un peu plus, en fait. » Enfin, ils ont quand même… C'est pour ça que moi, le Centaure, ça fonctionne un peu comme ça aussi, j'ai l'impression. On a des textes qui sont assez carrés et tout, et d'un moment, il y a la figure du Centaure qui apparaît. On se dit « Ok, c'est assez étrange. Enfin, finalement, pourquoi le mettre là alors que… il est vraiment dire non, je suis dans une approche très scientifique, je veux vraiment cadrer mon propos, ne pas partir sur des fables, etc. Et on a quand même la figure du centaure qui est mentionnée, en fait. Donc, on a cette petite incursion dans un imaginaire, en fait, mais qui va apporter une vraie plus-value, finalement, à l'ensemble. Et je le vois en fait, et du coup, ça pose vraiment la question de faire attention à nos choix de mots, d'expression et de formulation, en fait, dans des fois ce qu'on veut transmettre, parce que finalement, quand on est dans une relation à un animal, on veut que celui-ci soit pris en compte pour ce qu'il est, et du coup, si on a un langage qui est plutôt axé sur l'utilisation type mobilette, en fait, ça colle pas, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi, pour moi. Je peux me permettre une petite remarque ou pas là-dessus? Je rebondis parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à penser pendant mes recherches, et puis là, vous m'y avez beaucoup, beaucoup fait penser, c'est qu'il y a aussi cette notion qu'un mot, en fonction de la personne qui l'utilise, va pas vouloir dire la même chose en plus. C'est-à-dire que tu as cette espèce de notion que le centaure, par exemple, tu parlais de Patrice, ne veut pas dire la même chose que quand il est utilisé par la guérinière ou que pour une femme, justement. Et donc, en fait, la même notion, et ça me fait regretter énormément le fait, parce que j'ai lutté, j'ai une idée il faudra qu'on en parle à Jean-Louis Gouraud aussi, parce que cette idée d'avoir un lexique du cheval et en particulier des termes en fonction des personnes qui les ont utilisés, ça n'existe pas vraiment. Il y a deux lexiques qui existent plus ou moins pour l'instant. Alors, il y en a un qui est plutôt court, sparomérique, et puis l'autre, je me rappelle plus trop. Mais c'est malheureusement quelque chose qui n'existe pas encore. Et en fait, que ce soit dans les auteurs de traités techniques ou que ce soit dans les auteurs fictionnels, parce que moi, je m'en suis rendu compte, j'ai fait un lexique en fait à la fin de ma thèse. Parce que tout le monde n'utilisait pas les mêmes mots et que mine de rien, savoir que par exemple Claude Simon sur 359 pages utilise plus de 200 termes techniques cheval, alors que Continuer qui fait 250 pages, il y a peut-être que 40 termes. Et ben, tu te rends compte d'une différence de niveau, en fait, d'utilisation des termes par les auteurs. Et en plus, tu vois les récurrences, tu vois les mots qui reviennent pas. Tu vois que, par exemple, de certains auteurs, bon voilà, c'est ce qu'on disait, les chevaux sont tout le temps au galop, où il y a des figures métaphoriques qui vont revenir, alors qu'il y en a d'autres qui, comme disait Honorine, vont être plutôt sur le vocabulaire de la sensation. Par exemple, Simon est un de ceux qui parle le plus de plaies
du corps du cheval. C'est lui qui va parler de blême, qui va parler de crapaud de la sole, qui va parler de choses qui sont complètement dans le corps, en fait, qui sont alors que c'est des choses qui échappent à l'attention d'autres auteurs qui sont peut-être moins sur cette perception du corps et du rapport au corps et du fait que l'animal souffre aussi peut-être d'être sanglé trop fort. Il y a plein de notions, en fait, en fonction de la personne qui les utilise. Soit elles ne veulent pas dire la même chose, soit elles ne sont pas utilisées de la même façon. Et c'est vrai qu'il y a vraiment matière, en fait, à développer ça et voilà, et à chercher davantage. Ouais. Après, le risque, c'est de tomber... Enfin, faut pas tomber non plus dans le stéréotype en disant que le cavalier homme va forcément être dans cette telle pensée pour ce mot-là et la femme dans telle pensée pour le même mot, en fait. Mais après, ouais, je te rejoins clairement. Enfin, on sent, mais comme tu disais tout à l'heure, entre le cavalier et le non-cavalier, déjà, il n'y a pas du tout le même imaginaire qui sont rattachés à certains mots, en fait. Et du coup, ça pose question, en fait, finalement, de comment est-ce qu'on s'adresse à un public qui est cavalier ou non cavalier, et comment on peut le toucher par des sensations cavalières, en fait, comment on peut les transmettre à un public qui n'a pas encore acquis. Par exemple, ceux qui débutent l'équitation, à comment expliquer le ressenti au niveau de l'assiette, au niveau de quelle pression tu dois avoir au niveau de ta main sur les rênes. Enfin, tu vois, c'est vraiment... on est sur les questions de l'ordre de la sensation corporelle, quoi. C'est très, très compliqué, finalement, à mettre à l'écrit et à mettre à l'oral. Et chacun, en Surtout plus, que ça a disparu, ces définitions. Avant, tu avais des définitions que tu apprenais, par exemple, sur l'assiette, qui est la capacité du cavalier, blablabla. Et tu avais toutes ces définitions que les gens apprenaient, en fait, avec l'apprentissage de l'équitation. Tu avais l'apprentissage du vocable, en fait, du lexique. Bah, ça Et y est maintenant, toujours pour tu moi, l'as je trouve. vraiment de moins en moins, quoi. Bah, c'est peut-être différent, enfin, je pense que tu l'as toujours quand même dans le fond, mais après le problème c'est qu'il n'y a pas forcément, comme tu disais, il n'y a pas un terme qui vaut pareil pour tout le monde en fait. Mais tu le vois tu avais une étude de sociaux qui replongeait finalement dans comment est-ce qu'un cavalier s'intègre peu à peu, enfin comment une personne s'intègre peu à peu à la communauté cavalière en fait. Et il y avait toute cette logique d'apprentissage du lexique, du comportement à avoir avec le cheval. Tu as vraiment tout ça qui rentrait en ligne de compte, en fait, pour que tu sois reconnu comme cavalier et que toi-même, tu t'en ressentes comme un, en fait. Donc, je pense que tu l'as toujours, cette imprégnation, mais après, tu n'as pas t'as pas un référentiel peut-être commun, en fait. C'est là peut-être le problème. Tu as la référence de cette étude sociaux parce Donc, que je ça te a l'air la bien intéressant. Elle est... Merci. C'est pas celle de Patrice, Devenir cavalier? Non, alors moi, Le cavalier? mais peut-être qu'il en parle aussi, je pense, mais c'était pas celle-là que je pensais. Mince. Oh, je vais la retrouver. Elle était dispo en ligne de mémoire en plus. Ah ouais, je suis intéressée aussi. Je croyais que c'était. Mais je pense que tu l'as lu parce que c'est vraiment un peu un des classiques. Celle de Grange? Le cheval oublié? Non. Non, 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 c'est pas celle de Grange. Attends, je vais essayer de te retrouver ça. Hop. Parce que c'est une étude de sociaux, figure-toi. Donc je pense que tu l'as lu, Vanina. Ouais, ça me dit rien. Ça me faisait plus penser à Patrice. Alors je me demande si c'est pas Vérène Chevalier ou Ah Fanny oui, Le Manque. C'est l'un des oui, deux. oui, oui. Par rapport aux amateurs. Ouais, je crois que c'était celui-là de mémoire. Mm. Ah mince, j'avais pas mis mon truc. Oui, j'ai mis la référence de l'ouvrage de Patrice et puis après j'ai précisé parce que j'avais oublié comment on avait parlé d'un autre Patrice, Franck des Prés, qu'on n'ait pas de confusion entre les deux pour ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que pendant que Honorine cherche, il y a des gens qui auraient éventuellement des remarques ou des questions supplémentaires? Moi, j'aurais une remarque par rapport
à l'expérience que j'ai de la transmission et puis des mots utilisés on va dire, de maître d'école, parce que je travaille pour rappel sur les écuyers du cadre noir et sur la transmission du travail à la main. Des écuyers, entre guillemets, experts dans cette discipline envers les écuyers en formation. Et donc, la méthode qu'on a, c'est donc des entretiens qu'on appelle d'autoconfrontation, où en fait, on fait revivre la séance d'un écuyer en lui montrant une vidéo et on lui demande d'expliciter un petit peu tout ce qu'il fait, les préoccupations qu'il a, ses actions, ses connaissances, etc. Et donc, de ces entretiens-là ont émergé... donc, j'ai travaillé beaucoup sur la notion de contact parce que c'était une préoccupation centrale pour les écuyers. Et du coup, j'ai fait des cartes mentales, donc des cartes conceptuelles pour chaque écuyer sur la notion de contact. Et donc, les mots qu'il mettait derrière en fait, cette préoccupation. Et donc, il y avait, on va dire, plusieurs... en tout cas, il y avait donc ça partait d'une préoccupation centrale et puis ensuite, il y avait des sous-catégories, donc les connaissances autour du contact, les différentes perceptions, les différentes actions qu'ils employaient dans l'idée d'avoir un bon contact. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que donc j'ai travaillé sur les deux écuyers qui sont responsables de la formation des sauteurs à Saumur. Et donc, ils n'avaient pas forcément le même vocabulaire et les mêmes... En fait, ça traduisait qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes chemins pour arriver à avoir un bon contact dans leur pratique. Et du coup, c'est vrai que je trouvais intéressant, effectivement, la remarque, je ne sais plus, de Honorine, justement, qui disait et de Diane aussi, qu'en fonction des personnes, finalement, on n'utilisait pas forcément les mêmes mots parce qu'il y avait des chemins différents aussi en termes d'expérience. Et voilà, je voulais juste faire cette remarque. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, ça fait écho avec mon travail de thèse justement actuel. Et donc, cette question de la transmission des écuyers experts envers les écuyers en formation. Mais, bon, alors, du coup, moi, j'avais déjà discuté avec Marine parce qu'on s'était croisés au cadre. Mais oui, en fait, sur la question du cheminement, en fait, je pense qu'il y a le cheminement en tant que cavalier, en tant que professionnel, en tant que personne, en fait, qui rentre en ligne de compte dans ton choix de mots et ta manière de t'exprimer, finalement. Donc, et après, il y a tout ce que la question du rapport à la technique et le fait de comment tu te positionnes dans ton acte de transmission, peut-être, parce que je pense que, Marine, tu me confirmeras, mais ils ne se positionnent pas forcément. Il y en a peut-être qui sont plus directifs que d'autres dans leur manière d'apprendre, etc. En fait. Oui. Il y en a un des deux qui est plus directif et l'autre qui va avoir tendance à laisser plus les élèves en autonomie. Mais c'est vrai que, comme on disait, justement, le fait de traduire en mots les expériences corporelles, c'est super difficile. Et du coup, ils ont déployé entre guillemets, des techniques pour ça. Par exemple, il y en a un des deux qui va prendre le cheval et donc le mettre, entre guillemets, dans la bonne énergie, la bonne attitude, etc. Puis ensuite le redonner à l'élève. Et puis l'élève, il va sentir quelques secondes, finalement, l'attitude qu'il faut rechercher, le contact qu'il faut rechercher, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal à le traduire en mots. Cette expérience-là. C'est difficile quand même de traduire une expérience sensorimotrice très fine, en fait. Parce qu'eux-mêmes, déjà, ils ont du mal à savoir vraiment ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu'ils font pour en arriver là, quoi. C'est difficile. Ouais. C'est pour ça que du coup, je me dis le recours à l'image ou à l'imaginaire, ça peut être une des solutions, en fait. Mais alors, le problème, après, c'est... Effectivement. La question du référentiel, parce que tu peux partager une image, mais tu ne vas pas forcément avoir le même ressenti vis-à-vis d'elle, en fait. Donc, c'est très, très compliqué, quoi. Ouais. Ça parle plus ou moins à certains écuyers, effectivement.
D'autres remarques ou questions éventuellement? Peut-être juste, ouais, non, je vais avoir intérêt à lire aussi ce que va écrire le Marine, parce que ça risque d'être assez intéressant, justement, ce que tu vas faire comme conclusion de ça, justement, sur ce côté de transmission. Après, je sais pas si on peut commencer peut-être aussi à parler des thèses ou des choses comme ça, parce que là, par contre, sur la fin de ta présentation, en fait, Honorine, c'est vrai que alors ça n'a plus trop à voir avec ce qu'on était en train de dire, mais quand tu parlais de ta fin de thèse, etc., c'est vrai que j'ai deux, trois réflexions par rapport à ça. L'une en particulier qui est la difficulté du sujet, en fait. Le fait de travailler sur le cheval fait que nous sommes au croisement de plein de disciplines. Je crois que c'est à la fois une richesse énorme dans le sens où on peut aller, on a la chance de justement pouvoir se retrouver entre anthropologues, sociologues, historiens, littéraires, etc. Mais en même temps, j'ai l'impression que parfois on a toujours une espèce de sentiment un petit peu D'être à côté de la plaque. d'être voilà, d'avoir le cul entre deux chaises, de m'excuserai la familiarité. Et c'est vrai que moi, par exemple, je l'ai senti au début de ma thèse où on me reprochait, par exemple, parce que j'étais monitrice d'équitation et qu'en gros, j'avais passé beaucoup de temps à curer des box, de pas être forcément très légitime dans un travail de thèse littéraire du côté universitaire, alors que pourtant, bon, j'ai quand même eu un master que j'ai pas volé et avec mention, etc. Et de l'autre côté, quand je vais dans le cheval, parfois on a tendance à me considérer comme l'intellectuel. Et donc, il y a cette espèce un petit peu de différence et de difficulté parfois à gérer, en fait, j'ai l'impression. Donc ça, c'était plus pour avoir un peu vos retours là-dessus. C'était une première réflexion. Et l'autre, c'était par rapport à ta fin de thèse. Alors, je t'avoue, je ne me suis pas trop reconnue et heureusement, je suis assez contente d'avoir eu une fin de thèse bien plus pacifique que mon début de thèse. Parce que personnellement, bon, mon début de thèse s'étant soldé par une arrivée au Portugal, des ruptures professionnelles, un déménagement, pas d'eau ni d'électricité, des travaux de maison. Enfin, autant dire que mes 2 premières années de thèse n'ont vraiment pas été très prolifiques. Mais par contre, les 2 dernières, et moi je remercie en fait plutôt le Covid parce que mon expatriation géographique fait que pendant longtemps c'était très difficile de me sentir intégrée dans différents groupes de recherche ou d'avoir cette espèce de stimulation, dans le sens où je n'étais pas rattachée à un laboratoire, que je travaillais à côté dans des sujets qui ne sont pas forcément très parallèles, le tourisme, voilà. Et finalement, cette année, grâce au Covid, les réunions Zoom fleurissent, les tables rondes fleurissent dans cet esprit-là. Et j'ai trouvé que justement, ça m'a facilité beaucoup. Et puis bon, ça m'a mis un peu au chômage. Donc ça aussi, ça m'a aidé d'avoir plus de temps pour l'écriture et la fin de la thèse. Mais donc c'est pour ça que je n'ai pas forcément vécu pareil. Mais en effet, l'histoire du cahier de thèse, moi, j'ai tout un tas de trucs où je fais, tu vois, très, très, très bordélique, où je fais des notes partout. Et moi, c'est un peu comme ça que je fais depuis le début de ma thèse pour justement rien oublier. Alors, j'en ai une partie sur l'ordi, une partie sur le cahier, mais c'est vrai que tout noter toujours, tout le temps, pour rien oublier, c'est un conseil qu'on ne serait pas assez partagé. Voilà. Je te rejoins là-dessus. C'est pareil, moi aussi, je notais pas mal un peu partout, mais voilà, il y a un moment, quand on arrive à la fin, il vaut mieux se faire une liste sur PC, au moins on peut bien checker tout et c'est toujours à jour, quoi. Vous risquez pas de perdre. Mais oui, Diane disait qu'elle a la sienne. Du coup, on a un peu un parcours inverse. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, j'avais plus de temps, etc. J'étais dans une très bonne dynamique, on va dire. Et la fin, en fait, j'ai commencé à bosser à plein temps. Ça a été très, très compliqué la dernière année. Moi, avec le Covid, ça m'a pas du tout réussi. Je vais être très honnête. C'est genre pendant 2 mois, je n'ai quasiment pas touché à la thèse. Vraiment, c'était un peu la phase dépressive, quoi, on va dire. Et j'ai même failli, pour être honnête, tout larguer cet été, l'été dernier du coup. Mais donc du coup, si vous êtes dans cette période-là, vous prenez une semaine où vous ne faites rien, et après vous appelez votre directeur, votre directrice de recherche, et vous lui expliquez la situation. Et après, souvent, ça va vous permettre en fait de prendre une décision et soit de repartir et voilà, d'avoir un point de vue extérieur. Parce que quand vous êtes dedans dans ces phases-là, en fait, vous n'arrivez pas à prendre du recul. On ne va pas se mentir, c'est juste impossible. Mais voilà, si vous avez un moment envie de tout larguer, prenez un peu de repos et puis ça se trouve, vous allez quand même finir. Moi, je sais que du coup, j'ai fini. Je sais que dans cette thèse-là, il y a plein de trucs qui ne me plaisent pas que je ferais autrement maintenant, mais vraiment. Mais du coup, ça m'a
ça apprend beaucoup en fait. C'est ça qu'il faut voir le côté positif du truc, c'est que même si c'est pas parfait, en fait, ça montre déjà que vous êtes allé au bout d'une démarche, que vous avez compris ce qui n'allait pas. Et ça permet après de repartir aussi sur d'autres choses ou sur le même sujet, selon ce que vous avez envie ou pas de voir en fait. Ah oui, juste. Résultat, tu parlais de ton rapport au fait d'être chercheuse, que ça t'avait appris ça. En fait, moi, ma thèse, c'est marrant, ça m'a vraiment appris mon rapport au cheval, en fait. C'est-à-dire qu'il a fallu que je finisse ma thèse pour que je comprenne, en fait, quels étaient les mécanismes qui me liaient au cheval, pourquoi j'avais voulu faire ma thèse là-dessus, et en fait, tout ce qu'il y avait derrière mes propres projections et mon propre rapport à l'animal. En fait, moi, ça a été ma vraie découverte de thèse. Ça a été de comprendre pourquoi je la faisais une fois que je l'ai finie. En fait, de me dire, ah, mais donc, c'était pour ça. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a pas mal fait du bien parce que finalement, je trouve que c'est un travail de se connaître soi-même qui est extrêmement lourd et pesant, mais qui a ce bénéfice à la fin, c'est que finalement, on sait pourquoi est-ce qu'on a fait ça, d'où on vient finalement. Enfin, pour moi, ça m'a permis de faire pas mal de liens, justement, entre plein de choses qui, dans ma vie, au départ, je pensais pas forcément qu'il y avait beaucoup de liens entre elles, et finalement, ça a permis de dresser un lien entre tout ça. Et ça, je trouve que ça a été vraiment le bénéfice de ce travail-là. Mais si d'ailleurs, il y en a d'autres qui veulent s'exprimer sur la thèse, n'hésitez pas. Voilà. Alors, si personne prend la parole tout de suite, j'aurais éventuellement une proposition qu'on clôture officiellement la séance et qu'éventuellement on cesse l'enregistrement et qu'en off, on parle peut-être plus personnellement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On peut. Alors du coup, je te coupe un instant. Je sais pas si tu m'avais vu, j'avais commencé à enregistrer. Alors du coup, j'ai loupé ta présentation de début, Bloen. Je suis désolée, j'ai pas pensé. Dommage. En plus, ça a été rédigé. Bravo. Je ne te félicite pas, Madame la Présidente. Elle a travaillé toute la nuit dessus, toute la nuit, la pauvre. Par contre, j'ai fait une conclusion aussi. Ah, donc, vas-y alors. Là, s'il vous plaît. D'accord. De manière à ce qu'il reste une petite trace de cette présidence qui essuie les plâtres. Et ensuite, on passe en off, si vous le voulez bien. Alors, avant de s'enfuir, petit rappel du calendrier pour les prochains rendez-vous mensuels. Donc, le 6 mars, sous la houlette de Diane de Camp-Roger, la paire au travail sera constituée de Anne-Sophie Ritt, notre trésorière, et Émilie Sureau, si j'ai les bonnes informations. La séance du 3 avril, c'est Anne-Sophie Ritt qui présidera lors des interventions de Vanina Deneux et Patrice Régnier. 15 mai, attention, avis aux amateurs, la séance cherche encore un volontaire pour assumer la présidence. Et d'après mes informations, Sophie Vignon proposera peut-être une intervention, ça resterait à confirmer en fonction des agendas parfois difficiles à établir jusqu'au 15 mai. Hein. Il me semble qu'on a une présidence, Bloen. Attends, je te retrouve. Il me semble aussi, on a une présidence, je crois, et moi j'ai confirmé que je faisais l'intervention. Oui. Super. Alors, mais il me semble qu'on a une présidence, oui. Ouais, je crois que je l'ai remis dans le mail. Attends, je te le dis tout de suite, comme ça tu peux l'annoncer si tu veux. C'est sur le site je l'avais mis à jour. C'est Margot qui nous sert de présidente. Super. Ouais. Donc, nous aurons la délicieuse Margot Spruit comme présidente de séance, avec Sophie Vignon comme intervenante, et du coup, c'est pas à confirmer, c'est sûr. Et l'autre, eh bien, c'est moi-même, rare spécimen d'historienne. Le 5 juin, c'est Honorine Tellier qui chapeautera Clotilde Noé et Marine Lemercier. Et pour la séance du 3 juillet... Il n'y a pas de Lemercier. Marine Leblanc. Oui. Oh, pardon. Pourquoi j'ai mis Lemercier? Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, j'ai confondu. Non, c'est de ma faute. Bloen, c'est parce qu'en fait, c'était Marine Lercier, mais qui, elle, parle la fois d'après, le 3 juillet. Voilà. Et donc, j'ai confondu les deux Marines, j'en suis désolée. Et donc, c'est Marine Leblanc qui est le 5 juin avec Clotilde. Voilà. Bon, à l'issue de ce galop d'essai concluant, il me reste à vous remercier nos deux intervenantes pour vos présentations
et le public très nombreux pour votre présence. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Blouin. Alors, du coup, on coupe